Bienvenue au mot, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation d'une manifestation donc, du Club Inné. J'ai la chance d'être le président de cette structure associative. Je vais faire une courte introduction parce que tout le monde ne connaît pas le Club Inné, ce qu'on fait et ce qu'on cherche à faire. Et puis vous présenter un tout petit peu ce qu'on va faire dans cet après-midi. Et surtout vous remercier d'être venu. Pour nous c'est important dans ce genre de manifestation qu'on organise, d'avoir un public assez nombreux. On vous en remercie. Alors, le Club Inné, son projet. Pour aller vite, donc on est une association qui regroupe des chefs d'entreprise, des intervenants, des chercheurs, des gens qui viennent par leur dynamique personnelle, etc. Donc une multitude d'acteurs. On est une petite structure qui a... on doit être créé en 2018. Alors, il y avait tout un tas d'activités qui existaient avant. Je vous passe tous les détails, mais l'association, c'est 2018. Notre projet part d'un certain nombre de constats. Alors, je vais vous en dresser 4. Premier constat, c'est les limites de la planète. C'est-à-dire qu'on est confronté dans les développements économiques, on va dire des pays occidentaux, mais ça s'étend quand même très largement, à une problématique extrêmement préoccupante d'une certaine manière, c'est qu'on a un mode de consommation et de production qui est extrêmement tourné sur des objets, et que plus on produit des objets, plus on rencontre une limite de notre planète. Et donc comment on arrive à tenir un modèle de développement enthousiasmant, souhaitable, qui cherche à sortir de cette problématique extrêmement préoccupante. C'est ce qu'on appelle l'approche volumique. Comment sortir de l'approche volumique qui rencontre un certain nombre de difficultés? Je ne développe pas ça plus ici. Deuxième constat, depuis 40 ans à peu près, le développement économique s'assoit sur une intensification extrêmement forte de la concurrence, d'une mise en concurrence, et ce qu'on appelle, alors moi je suis économiste de formation, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire avec des rapports de force et des possibilités pour les uns ou pour les autres, selon où on se situe dans la chaîne de valeur, de pouvoir ou s'en sortir ou franchement pas s'en sortir. Et donc là, c'est vraiment une limite de notre modèle de développement, c'est cette intensification de la mise en place de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors selon les secteurs d'activité, etc., ça prend des formes diverses, mais c'est quand même une difficulté. Troisième constat qu'on fait, c'est que nous raconte le prix. Il y a une déconnexion très forte, de plus en plus, entre ce qu'affiche un prix, j'achète quelque chose, 3, 4, 10, 12, et ce que ça véhicule comme problématique de valeur économique. Alors bien sûr, vous savez bien qu'aujourd'hui, on a une grande difficulté entre le prix des choses et l'impact environnemental, l'impact sur la planète, l'impact social, etc., etc. Et donc, il y a un constat d'une difficulté aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, mais en tout cas, du prix à être un vecteur qui rend intelligible pour ceux qui produisent, ceux qui font, et puis pour les acheteurs, les consommateurs, les clients, à comprendre qu'est-ce qui se véhicule en termes de valeur. Donc le prix n'exprime pas la valeur des choses. Et puis, et aujourd'hui, c'est une question très intéressante. Enfin, je ne rentre pas dans des techniques, je vais être trop long, mais c'est quand même, vous voyez bien, on est dans une période d'inflation, une inflation, on appelle ça importée, par l'augmentation des prix des matières. Donc toute cette question du prix, elle a une actualité extrêmement forte aujourd'hui sur les problématiques de valeur. Et puis, dernier élément de mon constat, c'est que, ok, il y a plein de limites partout, j'en ai rappelé 3 principales, mais en même temps, il y a plein d'acteurs qui cherchent à faire autrement. Et donc on trouve, quand on regarde, et si vous êtes là, vous le savez tout autant que moi, il y a énormément de dynamique sur le territoire, de projets, de manières de s'y prendre dans des stratégies entrepreneuriales qui essaient d'avoir le pas de côté, etc. Donc on est à la fois dans une trajectoire économique qui est pas souhaitable, et en même temps avec une diversité, une pluralité de personnes, de structures qui cherchent à faire autrement. Et ça fait partie aussi des éléments qu'on analyse. De ces 4 constats, on pourra en faire bien sûr beaucoup plus, on en tire, nous, un postulat, et c'est un peu notre approche au sein du Club Inné, pour répondre aux enjeux des transitions sociales,
transition environnementale et aussi des transitions dans les territoires, il faut faire bouger les modèles économiques d'entreprise. Il y a des réponses techniques, technologiques, c'est très important, mais ça ne suffira pas. Il faut arriver à faire bouger des modèles économiques. Et comme vous le savez, c'est-à-dire d'arriver à attraper des enjeux de transition et aussi des enjeux aujourd'hui qui sont d'une actualité plus particulière, d'une sobriété enthousiasmante, c'est-à-dire qui donne envie, il faut faire évoluer des modèles économiques. Et ça, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez, la critique, on pourrait dire, du modèle industriel dominant, de la manière dont il s'est installé, de la financiarisation, etc., etc., cette critique, elle est extrêmement nourrie, documentée. Donc le problème n'est pas de faire les constats d'une critique de ce qui ne va pas, mais d'essayer de voir comment on peut élaborer d'autres référentiels pour mettre en mouvement des modèles, des trajectoires économiques de développement d'entreprises ou de territoires. Et c'est à ça que s'attache le Club-INE, notamment en s'appuyant sur un référentiel, donc une façon de regarder des trajectoires économiques et une façon aussi de les mettre en mouvement, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, cette dynamique autour de l'EFC, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui n'est pas un objectif. On ne cherche pas à faire de l'EFC. Aujourd'hui, on cherche à accompagner, soutenir des dynamiques de trajectoire de développement d'entreprises. Quand je dis entreprise, au sens très large du terme, quel que soit le statut associatif, etc., ou de trajectoire d'entreprise, en s'appuyant sur ce qui nous apparaît aujourd'hui un élément le plus élaboré qu'on appelle le référentiel de l'EFC, mais qui est lui-même un référentiel vivant, etc. Et c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et cette dynamique territoriale que nous, on engage au sein du Club-INE, elle ne s'appuie pas que sur le Club-INE en Normandie. En réalité, il y a un écosystème à l'échelle européenne et surtout français, avec un institut européen qui porte ça. Des clubs comme nous, il y en a à peu près maintenant dans tous les territoires, dans toutes les régions administratives. Il y a, je n'ai pas le chiffre en tête précis, mais il y a entre 500 et 600 entreprises, donc de dirigeants d'entreprises qui ont été accompagnés depuis 10-12 ans dans des parcours d'accompagnement. Il y a des personnes qui sont formées, des accompagnateurs pour accompagner des projets et des trajectoires d'entreprise. Il y a un nouveau dispositif qui est mis en place par l'ADEME qui s'appuie sur tout un tas d'expériences avant, mais qui s'appelle Coopter, qui cherche à accompagner des projets territoriaux. Et dans le territoire normand, il y a 3 projets, bientôt un 4e, accompagnés avec le référentiel de l'AFC dans une expérimentation qui s'appelle Coopter, etc., etc. Donc ce qu'on va mettre en discussion aujourd'hui avec vous, c'est pas que le travail du Club-INE, on y contribue, mais on fait partie d'un écosystème bien plus vaste que nous, sur lequel on s'appuie et sur lequel on contribue. Moi, j'essaie de retrouver mes notes et j'ai fini. Quel est le projet du club? Le projet du club tourne autour de 3 ou 4 grandes lignes de force. Faire connaître. Faire connaître la possibilité de faire autrement, faire connaître des expériences, faire connaître des trajectoires, faire découvrir le référentiel de l'EFC à travers 1000 événements dont celui-ci. Deuxième grande dynamique, valoriser. Il est important parce que, bon, moi je travaille particulièrement là-dessus, mais et le club, les personnes qui sont dans le club, mais des personnes qui font autrement, qui cherchent à faire bien, et il y en a plein, et donc il faut arriver à les repérer, mieux modéliser, voir à partir de ce qu'ils font, comment ça peut être utile à d'autres. Donc il y a un besoin de valoriser et capitaliser des expériences qui existent sur notre territoire normand, pas que en Normandie, mais sur notre territoire. Donc, faire connaître, valoriser, transformer. Et là, c'est des dispositifs qu'on met en place pour accompagner des dirigeants d'entreprise, pour accompagner des trajectoires de projets multi-acteurs sur des territoires, pour travailler sur des problématiques spécifiques avec des collectivités territoriales, comme ça nous arrive de faire. Et puis, 4e grand pilier de notre action au sein du club, c'est consolider.
C'est-à-dire, on n'est pas dans quelque chose qui est fermé, où on aurait réponse à tout, où tout est déjà là, il suffit juste de le mettre en œuvre. Non, c'est des choses qu'il faut travailler, il y a des questions dures, et donc il faut mettre au travail. Il y a des points qui restent des points difficiles dans des dynamiques entrepreneuriales ou des dynamiques de territoire, et donc on crée, nous, des espaces où on réfléchit ensemble, où on essaie de créer de l'action, on essaie de profiter des expériences, des trajectoires des uns et des autres pour enrichir l'ensemble de nos dynamiques, faire connaître, valoriser, transformer et consolider. Voilà un peu le projet du club. Nous ne sommes pas suffisants, nous sommes nombreux, mais jamais assez nombreux. Donc vous verrez à l'issue de notre journée, si vous voulez venir nous soutenir, venir apporter vos expériences, partager avec nous, etc. Bien entendu, vous êtes le bienvenu. Cet après-midi va être tourné autour de 2 moments. Premier moment, une table ronde qui va nous permettre de partager des expériences de dirigeants accompagnés. Et puis nous aurons 2 ateliers, je les présenterai un tout petit peu plus tard. Mais avant de passer à la partie table ronde, je voudrais que Chloé Saint-Martin de l'ADEME dise un mot, car j'ai oublié de le préciser et ça me permet de le faire tout de suite. Cette dynamique, elle est portée institutionnellement, notamment à travers l'ADEME, nationalement ou régionalement, et puis tout un tas d'autres acteurs qui s'engagent dans cela. Merci à vous et bon après-midi, j'espère. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue, mais on s'est proposé, en accord avec le club INE, de faire une petite intervention pour vous expliquer un petit peu comment se situe l'ADEME par rapport à cette thématique de l'EFC. Quelles sont les grandes actions, les grands axes de travail sur lesquels on souhaite travailler. Enfin, quand je dis on souhaite, c'est l'ADEME au niveau national. Et en région, quel appui on peut être sur cette thématique-là. Déjà, l'ADEME a inscrit dans le sac de l'économie circulaire l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à travailler sur cette thématique-là. On se rend bien compte que l'économie de la fonctionnalité est un outil pour aller vers l'économie circulaire, puisqu'on peut agir sur la préservation des ressources. Mais c'est aussi plus globalement un outil pour la transition écologique, donc d'une façon beaucoup plus large, et dans une vision un peu plus prospective, un outil aussi de résilience pour les territoires, de résilience pour les entreprises, résilience économique, environnementale et sociale. Voilà pourquoi l'ADEME a investi ce champ-là depuis plusieurs années. Alors, jusqu'à maintenant, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération était beaucoup abordée sous l'angle de la recherche, de l'intervention recherche, de l'innovation. C'est encore le cas parce que c'est une thématique quand même en émergence, toujours. Mais on constate quand même depuis un an un tournant, et surtout 2022. Ça, c'est les collègues au niveau national qui le disent, mais on l'observe aussi dans les régions, des sollicitations accrues sur cette thématique-là, de la part à la fois des institutionnels, donc l'État, les régions, qui s'interrogent sur les nouveaux modèles économiques, mais aussi de la part directement des entreprises, voire des grandes entreprises. Donc on sent qu'il y a une accélération sur ce sujet-là, qui est liée, on pense, sûrement à la crise et puis à cette recherche de sobriété, puisque l'économie de la fonctionnalité de la coopération peut être aussi un levier vers plus de sobriété. Donc cette année, l'ADEME a posé une feuille de route pour travailler sur ce sujet-là en 4 axes. Le premier axe, c'est l'accompagnement. Il n'y a pas d'ordre dans les axes en fait, mais ça va être l'accompagnement des entreprises, donc comme ce qui a déjà été fait par le passé, puisque en France au total on compte 500 entreprises accompagnées, donc soit à travers des parcours, soit à travers des accompagnements individualisés. On a l'axe territorial où l'objectif donc ça c'est plus récent, à travers Olivier en a parlé, le programme Coopter par exemple, mais ça va être aussi pour nous l'objectif de pouvoir intégrer cet axe-là dans les programmes territoriaux existants qu'on accompagne à l'ADEME, puisque les territoires qui doivent travailler sur l'économie circulaire se posent la question de
l'intégration de l'économie de la fonctionnalité dans leur programme d'action. Il y a un axe autour des réseaux, donc la structuration et l'aide au développement des différents réseaux régionaux, réseaux nationaux. Il y a des réseaux d'entreprises de l'ESS au niveau national avec des groupes de travail. Il y a des réseaux de grandes entreprises et puis il y a les réseaux plus au niveau régional. Et l'objectif pour l'ADEME, c'est de réussir à faire le lien entre tous ces réseaux et que voilà, les expériences des uns des autres puissent être partagées. Et enfin, un axe très important sur la communication et la formation, puisque c'est une thématique encore très méconnue. Donc il y a vraiment un gros enjeu à la faire connaître, à faire monter en compétence aussi des structures qui puissent accompagner cette montée en compétences, donc que ce soit auprès des collectivités, mais aussi au niveau d'entreprises, comme on l'a vu. Voilà, donc ça c'est les 4 axes. Alors nous, en région Normandie, on a commencé à soutenir il y a quelques années un premier parcours où il y a eu 6 dirigeants qui ont été accompagnés. Il y en a certains qui sont dans la salle. Il y a un deuxième parcours qui a eu lieu, donc là qui a été financé par la DRETS, donc c'est l'État, mais qu'on a suivi conjointement. Et au-delà de ça, on soutient bien sûr le Club Inné depuis sa création pour l'aider à renforcer ses moyens et pour pouvoir soutenir toutes ces actions de communication, de faire connaître, de diffuser, etc. Et puis on a participé aussi à différentes opérations, événements. Donc on souhaite poursuivre ce soutien-là, donc que ce soit auprès du réseau local qui est le Club Inné, mais aussi auprès des entreprises, territoires qui souhaitent s'engager dans cette dynamique-là. On a l'exemple, on aura l'intervention tout à l'heure en table ronde de l'Intercom d'Argentan qui s'est engagé dans le programme Coopter et qui est pour nous, c'est la première fois cette année que la Normandie intègre le programme Coopter. Donc là, on a 3 projets qui ont commencé là en fin d'année et qu'on va suivre et dont on ne manquera pas de vous faire les retours sur ces accompagnements-là, parce que ces programmes-là mobiliseront aussi des entreprises dans une optique de coopération sur ces différents territoires. Voilà pour le petit mot de l'ADEME. Et pour finir, le soutien du Club Inné, nous on soutient le Club Inné, mais c'est aussi le CREC, qui est le réseau, le Comité régional de l'économie circulaire, qui soutient ce club-là dans le cadre de la dynamique économie circulaire régionale. Donc, il y a une plateforme, si vous la connaissez pas, c'est la plateforme NECI, qui permet de répertorier tous les réseaux et clubs qui existent sur le sujet de l'économie circulaire. Donc l'objectif, c'est de mettre tout le monde en réseau et de permettre aux uns aux autres d'échanger et de pouvoir avoir une vision beaucoup plus large de toutes ces thématiques. Les témoins de la table ronde, Jérémy, Laure, Ludovic, et François-Xavier et Olivier aussi, vous me rejoignez. Donc Olivier a déjà dit pas mal de choses et Chloé aussi. L'idée donc de cette table ronde, c'était effectivement, on a souhaité organiser autour de témoignages de dirigeants engagés dans de nouvelles trajectoires qui se veulent et qui sont souhaités plus durables, plus responsables, plus soutenables, avec une réelle envie de faire autrement, de sortir des limites du monde industriel dominant dans lesquels on a tous été élevés, dans lesquels on a grandi, dans lesquels on est un peu conditionnés, et dont on mesure aujourd'hui tous les risques et toutes les impasses, que ce soit, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, l'épuisement de nos ressources naturelles, l'épuisement aussi des êtres humains dans un système extrêmement productiviste qui a fait ses preuves et qui a aussi permis énormément de progrès, mais où la course au volume et à la rentabilité dans une logique complètement financière aujourd'hui pose quand même de réelles questions et génère aussi un peu des pertes de sens. Alors un grand merci à Laure, Jérémy, Ludovic, François-Xavier, Olivier, d'avoir accepté de votre présence, votre disponibilité pour partager vos expériences, parce que c'est prendre du temps aussi. Donc oui, un grand merci pour ça. Merci à Olivier de venir jouer le rôle d'expert autour de cette table ronde, qui a servi de guide, de repère, de
poil à gratter un peu. Alors, il faut savoir que donc Jérémy Bacard, dirigeant de l'entreprise TTEN basée à Yvetot, près de Rouen, il se présentera après, et François-Xavier Le Chevalier, dirigeant de Ridel Énergie et Terminova, ont été accompagnés dans le cadre du premier parcours de l'EFC, créé en Normandie, et accompagnés effectivement par l'ADEME et la région. Donc, on va pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quelque part 4 ans après. Laure, dirigeante de Lavomatic, elle fait partie du deuxième groupe de dirigeants accompagnés avec le support de la DRETS et qui vient de terminer son parcours donc, et d'avoir fait le bilan ce matin. Voilà, c'est frais encore, d'avoir son diplôme. Et puis du coup Ludovic qui est partenaire, donc qui est notre canet ici, donc dirigeant d'Ecométhode que tu as créé en 2017, c'est ça ? 2011, pardon, excuse-moi, j'ai perdu quelques années en chemin, mais de toute façon tu vas te représenter. Et Ludovic en fait quelque part il fait de l'EFC sans le savoir et surtout ben voilà, il est dans un échange de coopération dont on pourra partager avec l'exemple de François-Xavier sur une thématique extrêmement d'actualité qui est autour de tout ce qui concerne la sobriété énergétique et la performance énergétique et même plus largement de l'ensemble, puisqu'il y a le sujet de l'eau aussi qui va être... Enfin voilà. Donc du coup, l'idée, en fait, l'objectif au travers de cette table ronde, c'est d'illustrer par ces témoignages l'engagement de dirigeants d'entreprises qui cherchent à faire autrement, qui sont engagés dans des trajectoires plus responsables, plus durables, en tout cas qui cherchent tout ce qu'ils peuvent faire pour cela. Et puis l'enjeu, c'est de vous montrer aussi qu'il est possible de faire autrement, de donner des idées, des envies par rapport à ça, pour essayer de développer de la valeur pour nos entreprises sans en détruire ailleurs ou le moins possible. Voilà. Vous montrer des pas de côté pour donner envie et essayer de sortir du toujours plus avec toujours moins. Donc alors, honneur aux femmes et à notre petite jeunette diplômée de l'EFC. Laure, tu vas démarrer. Donc, Laure, donc tu es dirigeante de l'entreprise de Lavomatic. Tu vas nous représenter qui tu es, entreprise familiale. En plus que tu es en train de racheter avec ton frère. Entreprise qui propose des services d'entretien du linge au travers de pressing, de laverie pour des professionnels et des particuliers. Univers fortement touché par la concurrence. Donc, je veux bien que tu commences par te présenter. Voilà. Alors, comme je suis en terre canaise, je vais préciser tout de suite parce qu'ici il existe aussi une entreprise Lavomatic QE qui d'ailleurs est à l'origine de toutes les laveries en France et qui a commencé dans les années 60 et qui a été le fournisseur d'à peu près tous les gens qui ont monté des Lavomatic en France dans les 60 années qui suivent, et entreprise qui existe toujours, qui est toujours à Caen et qui fournit du matériel, mais c'est pas nous. Donc nous c'est Lavomatic Rouen. Effectivement on exploite des laveries libre-service. On exploite des pressings aussi et donc on a un marché, enfin une réponse pour les particuliers, donc soit en laverie, soit en pressing, et on fait la même chose avec nos compétences pour les professionnels. Donc soit d'aller chercher du linge, de traiter, de ramener, de faire aussi un peu d'événementiel parce que ça ils aiment bien. Donc notamment par exemple l'Armada en 2019 où on allait chercher sur les bateaux, on traitait le linge et on les ramenait aux marins. Et on fait aussi de l'installation de matériel, on est technicien de nos confrères exploitants de laverie, dans certains cas, on installe du matériel. Et ma petite touche personnelle, c'est l'idée de le faire effectivement dans un mode de fonctionnement plus vertueux, travailler sur cette notion d'eau et de me dire est-ce qu'il n'est pas possible de nettoyer le linge avec autre chose que de l'eau potable, d'utiliser peut-être moins de détergents, de travailler sur l'énergie, de proposer plus de services à nos clients. En leur donnant aussi le savoir sur qu'est-ce qu'un textile, comment il faut le nettoyer. Peut-être qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser du prélavage. Peut-être que certains cycles de machines font plus de mal que de bien aux vêtements, etc. etc. Voilà. Alors, tu as un petit peu anticipé déjà, effectivement. Mais du coup, ma question, c'était pourquoi tu t'es engagée dans ce parcours, dans cette démarche d'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a été attiré dans le sujet de l'EFC quand on a eu l'occasion de le partager pour la première fois? Voilà. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta démarche? Alors, je vais faire un petit flashback sur mon parcours. Moi, je suis l'ancienne RH de l'industrie automobile équipementier. Je le précise pour ceux qui connaissent l'industrie automobile. Ceux qui n'ont pas de marge, ceux qui travaillent sur la productivité en permanence.
Donc j'ai été éduquée dans l'ancien modèle, enfin celui que j'appelle l'ancien modèle économique aujourd'hui, dans effectivement cette productivité enfin, j'ai adoré mon expérience de 12 ans dans l'automobile, ça a été génial, vraiment génial. C'est une super école et hyper formateur. Mais j'ai eu l'occasion effectivement de reprendre l'entreprise familiale, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et quand du coup je suis passée du côté en phase d'être entrepreneur ou entrepreneuse, si je dois le dire comme ça, la question c'est ok, je fais ça, mais pourquoi? Et donc moi, ce qui m'a motivée dans l'EFC, c'est que je fais partie du CJD, que j'étais à ce moment-là dans une commission sur les nouveaux modèles économiques pour me dire, bah oui, on peut peut-être continuer à faire de l'économie tout en faisant aussi de l'écologie, c'est pas antinomique. Mais du coup, est-ce qu'il existe déjà des gens qui se sont posés la question? Est-ce qu'il existe déjà des outils? Ou est-ce que je suis complètement utopiste, comme peuvent le dire à peu près la majorité de mon entourage? Et donc, du coup, quand j'ai rencontré Isabelle, parce que c'est à cette occasion que j'ai rencontré Isabelle qui est venue nous présenter effectivement le parcours EFC, je me suis dit, waouh, eh ben non, ça existe. Il y a déjà des gens là-dessus qui travaillent là-dessus, il y a déjà des outils, il y a un parcours. Et je pense que je t'ai à peu près tenu la jambe juste après que tu sois sortie de la salle pour dire je veux en faire partie. Et c'est vraiment la quête de sens et l'idée de se dire qu'on peut entreprendre en faisant du gagnant-gagnant, en faisant de la création de valeur. Voilà. Et ça, c'est enthousiasmant pour reprendre les termes d'Olivier. C'est dire, OK, pourquoi je fais ça à titre perso? Qu'est-ce qui m'éclate? Et du coup, est-ce qu'il existe déjà un monde dans lequel je peux peut-être m'appuyer, qu'on peut me porter et m'aider à avancer dans ce sens-là? Alors maintenant, ça fait une petite année que tu as commencé ce parcours et que tu l'as terminé enfin, il ne s'est jamais terminé, mais quelque part, en tout cas, tu as terminé le cycle d'accompagnement en faisant le bilan ce matin. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'EFC et qu'est-ce qui t'a fait bouger le plus aussi? Alors, marqué le plus, on l'a dit ce matin un petit peu avec tous mes collègues, c'est qu'il y a un parcours, il y a un process. C'est vraiment un parcours mûr, il y a une méthode de travail. En fait, moi qui allais un peu en me disant « Waouh, j'ai trouvé un truc super, mais est-ce que... à quelle sauce on va être mangé ?» En fait, là, il y a un process, on peut se laisser aller, quoi. Le truc est, excusez-moi du terme, mais chiadé. Et on peut, il y a vraiment un parcours, une progression, une logique. Et du coup, déjà, ça fait beaucoup de bien parce que on sent qu'on va être accompagné, structuré et qu'on va faire du chemin. Donc ça. Ensuite, moi, ce qui m'a marqué le plus, ça a été le travail sur les limites. Parce que, clairement... l'idée de devenir entrepreneur après mon expérience de groupe international, c'est vrai que dans un groupe, on est quand même entouré, il y a du monde partout. Là, de se dire, est-ce que, le matin, est-ce que une fois que j'aurai racheté l'entreprise, je vais pas passer mes nuits à faire des nuits blanches dans la crainte qu'une laverie s'ouvre juste à 2 pas ou un pressing ou voilà. Puisque la laverie libre-service, c'est quand même c'est vendu comme un investissement, un outil d'investissement avant tout, comme si c'était la même chose que d'ouvrir, que d'acheter un appartement en fait. Donc il y a des grands groupes qui font de la franchise à gros volume. J'ai pas leur capacité financière, loin de là. Et donc, si je raisonne comme ça, je vais finir par perdre de l'oxygène et je vais finir par angoisser. Et est-ce que je vais vraiment le faire ? Et en fait, le fait de travailler sur ces limites, ça a permis, moi, ça a été vraiment le déclencheur pour me dire, OK, bon, il y a tout ça qui me limite aujourd'hui par mes concurrents, par l'environnement, par la loi, etc. OK, on fait la liste pour toutes mes activités. Et du coup, OK, ça, c'est tout le côté un peu limitant. Du coup, le pas de côté qui vient avec les limites. Dire ok, mais je peux peut-être utiliser ça pour en faire une force. Ok, j'ai une contrainte sur l'eau, mais ça me va bien. Du coup, comment on va bosser sur faire autre chose que de consommer de l'eau potable? Et en fait, ça a été un vrai champ, à l'inverse de l'angoisse, ça a été un vrai champ de waouh, en fait c'est génial, il y a plein de trucs à faire. Et en plus, on est accompagné pour ça, on n'est pas tout seul. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous illustrer une ou deux des principales limites auxquelles tu es confronté? Et du coup, commencer peut-être à parler des pas de côté que tu as cherché à faire dessus. Mais au départ, voilà, les principales limites concrètement en fait, auxquelles tu es confronté, c'est lesquelles? Alors, selon ma perception du monde, d'abord, elle est environnementale. Elles sont environnementales, pour reprendre ce qu'a dit Olivier en premier point.
On est concentrateur de pollution quand on est exploitant de laverie libre-service, puisque tout le monde vient laver du linge chez nous. On utilise de l'eau potable pour laver du linge qu'on va réenvoyer dans le réseau avec des détergents, avec des fibres, avec des microplastiques, etc. Selon mes valeurs, c'est quelque chose qui est quand même... je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on peut faire autrement. Donc ça a été... Et de manière générale, pour les pressings, c'est la même réflexion. Et même sur le travail avec nos professionnels, ce sera la même réflexion, se dire est-ce qu'on ne peut pas réemployer du matériel qu'on connaît bien, qu'on sait dépanner, qu'on sait entretenir, qu'on sait faire évoluer, plutôt que de racheter du neuf, plutôt qu'à chaque fois produire un nouveau déchet. Donc ma première limite, elle est environnementale. Après, les autres, elles sont bien connues et communes à toutes les entreprises, la concurrence, et puis la réglementation aussi. Voilà, ces trois-là. Ok, du coup, face à ces limites, aujourd'hui, 1 an après, tu en es où? Et quels sont les pas de côté que tu as soit déjà un peu engagés, soit que tu envisages de réaliser? On a combien de temps pour que je réponde à cette question? 2h30. Sans perdre tout le monde, en fait. Écoute, je vais te reguider si besoin, mais l'autre jour, tu me l'as fait en 5 minutes. C'est vrai. Je dirais qu'il y a 2 pas de côté que j'ai commencé à initier, c'est de rentrer ça dans notre ADN. Je suis aujourd'hui en train d'écrire le bel exercice qu'il faut présenter devant un banquier pour être accompagné pour la reprise de l'entreprise, donc le fameux business plan. Et je l'écris avec... je pense que si je l'avais écrit il y a 1 an et demi en arrière, je ne l'aurais pas écrit, de la même manière que je l'écris aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, je le sens intuitivement que je me pose à chaque fois ces questions de OK, si on fait ça, on le fait comment, avec qui, quelle valeur, comment il faudra se poser les questions pour que ce soit le moins impactant possible ou le plus créateur de valeur possible, parce que je préfère la partie positive. Donc ça, c'est le premier. Je sens que ça a infusé, si je dois le dire comme ça. Le deuxième qui est concret, c'est toi qui m'en as fait prendre conscience, c'est qu'on est en train de refaire une de nos laveries du sol au plafond, donc une de nos anciennes laveries du sol au plafond, et on a tout, en fait c'est mon proto. Je réfléchis tout dans cette laverie-là pour que ce soit effectivement la technologie qui me permet le plus de utiliser moins d'eau possible, adapter effectivement à la quantité de linge avec le détergent le plus bas possible, quitte à travailler un détergent même qui sera normalement efficace même à froid, retravailler mes programmes de machine, travailler donc sur l'économie d'énergie et dans celle-là, normalement, d'ici 1 an, on devrait avoir un recycleur d'eau potable, enfin être en circuit fermé sur l'eau pour justement ne plus consommer de l'eau potable pour laver notre linge. Et l'idée, c'est que vis-à-vis de mes clients, j'apporte aussi toute la connaissance, puisque dans le métier, on a quand même des centres techniques qui travaillent sur le textile, qui analysent, des chercheurs dont c'est la passion, la réaction des textiles et autres. Et donc, utiliser ce savoir-là en rendant ça un peu fun pour le donner à nos clients. Et qui, à la limite, pour celui qui ponctuellement viendra laver sa couette 1 fois par an chez nous, prendra pour se dire la maison peut-être que je pourrais en laver plutôt à 30 ou même à 0, peut-être pas utiliser de prélavage, etc. parce que j'ai lu ça dans la laverie globalement que c'est pas super bon pour mes vêtements, que mettre trop de lessive ça finit par grignoter mon linge parce qu'il n'est pas suffisamment bien rincé. En fait, utiliser ce savoir pour le transmettre et finalement pousser à entre guillemets la bonne pratique en toute humilité, parce que je suis personne pour dire aux gens comment faire, mais au moins donner ce qu'on sait nous par notre métier, l'infuser, le diffuser. Voilà, donc ça c'est les 2 concrets. Et ce à venir, c'est pousser dans le serviciel, un métier qui est déjà dans le service, mais s'appuyer sur ce qu'on est en train de se dire là pour effectivement continuer à apporter des choses. Et puis je sais pas, une laverie à l'origine c'était un lavoir sous Napoléon III. Le lavoir, il avait un côté très social. Il y avait toute une vie qui s'organisait autour de ça. Est-ce que je peux pas réintégrer dans mes laveries plein d'autres services autour pour les gens qui viennent laver, et quand ils viennent laver pendant 35 minutes, est-ce qu'ils peuvent pas se faire couper les cheveux? Je trouve que ça fait sourire, mais c'est un peu l'idée, c'est additionner les services et puis créer effectivement un environnement social, social au sens il se passe des choses entre êtres humains au sein de la laverie pendant le temps où on est présent pour son linge, quoi.
dans ces services et la logique servicielle dans laquelle tu essaies d'élargir en fait ton périmètre d'action, tu t'appuies aussi sur tes équipes. Ah oui. Et voilà, tu n'en as pas parlé alors qu'en fait c'est ce qu'elle adore. Mais... Donc juste effectivement sur cette partie-là. Ouais. Et du coup sur le travail sur la durabilité du linge. Enfin voilà, je pense qu'au travers de ça tu peux compléter. Tout à fait. Alors oui, pour une ancienne RH, c'est bien, c'est la dernière chose dont je parle, c'est l'être humain. Parfait. Ça va encore donner une belle vision du métier. Effectivement, ce pourquoi je reprends cette entreprise, au-delà de l'opportunité de pouvoir faire des choses avec mes valeurs, c'est l'entreprise et ses compétences, et au travers de ses compétences, les gens qui sont dedans, qui m'ont fait venir en fait. Et c'est des gens passionnés par leur métier, sur la partie employé de pressing et technicien de maintenance. Et du coup, effectivement, ce dont j'ai pu profiter pendant cette année de parcours, j'aimerais pouvoir leur donner l'opportunité effectivement d'en profiter aussi, et du coup de se permettre des choses et de proposer des choses et d'essayer des choses et d'innover sur des choses, parce qu'on est 22, je n'ai pas de centre de recherche et développement, et en fait l'innovation viendra des hommes et des femmes, bien que j'ai une grande majorité de femmes, mais dans l'entreprise, et donc de leur permettre effectivement de proposer des choses, d'essayer, d'innover, et en fait, on proposera au marché ce qu'on est. Donc, j'ai pas de, et du coup, ça me permet de sortir aussi de cette notion de concurrence. En fait, je n'ai pas de concurrents, j'ai des confrères, et ils sont ce qu'ils sont, et je suis ce que je suis avec mes collaborateurs. Et puis, tu voulais me faire parler de la durabilité du linge ? Et puis même de l'expertise en fait oui, c'est vrai. de ces personnes en fait dans tes équipes en fait. Leurs valeurs en fait, c'est leur expertise, les services que tu as commencé à développer autour de la couture aussi, de la broderie. Tout à fait. Bon, voilà, c'était juste... En fait, j'ai une équipe qui est déjà dans ce principe de serviciel. C'est-à-dire qu'elles sont un client se présente, c'est comment elles font pour traiter soit la problématique, soit le besoin du client, qui ont des compétences diverses. Et effectivement, c'est comment de la même manière, et en fait, quand je parle de ce qu'on va diffuser aussi dans les laveries, c'est en se basant sur leur expertise à elles. Il y a un parcours de meilleur ouvrier de France en pressing, et l'idée c'est qu'effectivement mes équipes puissent aussi s'intégrer dans cette notion d'expertise, déjà qu'elles en aient conscience, parce qu'aujourd'hui elles n'en ont pas conscience. Olivier en intro parlait de la valeur. Elles n'ont même pas conscience de la valeur qu'elles ont, et du coup c'est toujours trop cher de toute façon. Donc nos clients, l'idée c'est qu'elles en soient déjà elles convaincues, pour que nos clients effectivement puissent être convaincus aussi de cette valeur qu'elles donnent. Et puis sur cette notion encore de pousser sur la notion notamment de déchets, c'est aujourd'hui l'industrie textile, c'est quand même la deuxième plus polluante au monde, avec les compétences qu'elles ont aujourd'hui de traitement du linge et effectivement de couture et autres, on peut se dire qu'on donne une deuxième vie, voire une troisième vie aux vêtements. Et au bout du bout, nous on bosse avec des associations pour se dire ok, le vêtement vous en voulez plus, je vais pas imposer aux gens d'arrêter de consommer, donc donnez-le nous, parce que si il peut encore servir, on saura le mettre dans une filière qui lui donnera une nouvelle destination. Et s'il ne peut plus servir, on saura aussi le mettre dans une filière où il sera retraité, que ce ne sera pas traité comme un déchet ultime. Et voilà, nous on veut vraiment aller au bout. Et encore là, j'en suis qu'au début, parce que je suis convaincue, j'ai plein de pièces de puzzle dans la tête. À un moment donné, je vais avoir une lumière, mais je suis convaincue que notre métier, il est plus large que simplement notre action technique de nettoyage du textile. Merci beaucoup Laure pour ce premier témoignage, cette première histoire. Olivier, oui, vas-y. Merci Laure. Faut que tu appuies dessus. Là j'ai appuyé, okay, voilà. Là ça marche. Je fais une remarque parce que tu présentes ça de manière modeste, mais juste pour repointer le pas de côté énorme que tu fais, enfin que tu engages et qui n'est pas anodin. C'est la problématique de l'industrie textile. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire de l'industrie textile qui est la surconsommation avec un impact environnemental et social considérable. Et dans l'histoire humaine, notamment dans nos sociétés occidentales, il y a une perte de connaissance et d'un attachement aux biens, les vêtements,
enfin les vêtements, le linge de maison, etc., et une perte de connaissance de chacun, moi le premier, enfin moi je n'en avais jamais eu, donc j'ai rien perdu, mais de chacun sur le textile, son usage, etc., avec des transformations des modes de fabrication des textiles, ce qui fait qu'on ne se rend même pas compte que c'est pas teint pareil, c'est pas filé pareil, c'est pas les mêmes types, donc on est ignorant, complètement ignorant. Et on est dans une trajectoire dynamique de chacun s'équipe d'un lave-linge, achète des vêtements pas chers. Alors, ouais, je parle de manière très générique, hein, le monde est plus diversifié que la manière que je le présente très générique là, mais quand même, les lignes de force, c'est ça. Un linge pas cher, et je vais utiliser des produits magiques pour laver mon linge. Ces produits magiques, dont, y compris ceux qui produisent, d'ailleurs, n'arrivent pas à diminuer la quantité. Parce que c'est le syndrome de la lessive, c'est-à-dire, moi le premier, il faut en mettre beaucoup, etc. Donc un truc qui est absurde. Ça mousse. Il faut que ça mousse. Quand on discute avec des chimistes, ils ont ce problème-là. Les concentrés, ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, les gens n'en veulent pas. Et ce à quoi tu t'attaques, dans ton modèle économique, là où tu te situes d'une laverie, enfin de ton activité, donc on pourrait dire modeste, mais en même temps précis, comment je peux redonner à la fois de la durabilité dans l'accompagnement du faire autrement, du point de vue des consommateurs qui peuvent avoir une autre façon que de laver chez eux, et il y en a plein qui ont des difficultés, par exemple les étudiants, mais les enfants sont étudiants, on voit bien que pour eux, passer de mon épouse s'occupe du linge à vous en occuper vous-même, c'est pas du tout la même chose, ça se fait pas comme ça, il y en a plein comme ça, je passe toutes les catégories, à apprendre à connaître le linge et trouver le modus vivendi qui permet de soutenir une durabilité. Et c'est à ce pas de côté. Alors forcément, opérationnellement, il se fait pas comme ça. Donc tu tentes des trucs, puis là tu sors du parcours, tu tentes des trucs, tu as déjà engagé des choses, il y a des trucs autour des chaussettes, enfin, tu vas très vite, tu fais énormément de choses. Mais voilà, je voulais juste me permettre de surligner sans exagérer, le pas de côté de la trajectoire économique et qui commence à avoir des premières briques opérationnelles. Alors, quand tu le dis comme ça, Olivier, j'ai l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire, je te remercie. Non, en fait, je fais un jour après l'autre avec les équipes, voilà, avec votre accompagnement, mais j'aime bien quand tu le dis comme ça, il faudrait que je t'enregistre, ça fait bien. Mais ça, c'est la grande Pour marche. le site internet. Ça, c'est la grande marche. Au début, c'est modeste, et après, ça peut changer l'histoire. Merci Olivier pour cet éclairage. Alors je vais passer la parole maintenant à Jérémy Baca. Tu diriges donc l'entreprise TTEN, entreprise dont l'activité est la valorisation du patrimoine. Tu vas nous en dire un petit peu plus, que tu as repris en 2017. Et du coup, toi, ça fait effectivement, tu es rentré dans le parcours un an après la reprise, en 2018, après un parcours dans une grande entreprise. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire, donc d'abord te présenter, et puis... qu'est-ce qui s'est transformé? Où est-ce que tu as avancé depuis ce moment, depuis ce parcours? Donc, bonjour à tous, Jérémy Baca, je suis le gérant de TTEN. TTEN, c'est une petite structure qui est basée à Yarville, à côté d'Yvetot, en Normandie. Le métier historique de l'entreprise, c'est le nettoyage de façade. On a un peu migré, aujourd'hui on fait de la réhabilitation, puisqu'on va avoir de la maçonnerie, etc. Depuis les 5 ans, puisque j'ai racheté il y a 5 ans. Sur l'activité que j'ai racheté il y a 5 ans, ils étaient 3 salariés, aujourd'hui on est 10 avec moi. Donc on a multiplié par 3 les équipes. On a changé un peu l'activité, donc du coup passage du nettoyage à la maçonnerie de façade, réhabilitation de façade. On est en train de développer une nouvelle activité sur l'intérieur. Aujourd'hui on fait du nettoyage de meubles, du réemploi. On va chiner des vieux volets qu'on repropose à nos amis agenceurs pour refaire des placards, etc. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et c'est résumé très très vite sur un élargissement de ta proposition de valeur en 3 secondes. Alors, peut-être que tu peux nous dire aussi, toi aussi, pourquoi tu t'étais engagé dans cette démarche. Alors donc, comme je vous ai dit, j'ai racheté il y a 5 ans, maintenant, 5 ans et demi. Je suis issu d'un grand groupe qui gérait des déchets. J'ai fait 10 ans chez eux et au bout d'un moment, gérer 200 personnes
et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, je perdais du sens. Je me suis dit, il faut que je reprenne une petite activité que je ne connaissais pas du tout. Donc la microabrasion, j'ai appris sur le terrain avec les équipes. Et je voulais tout simplement une structure où je voyais mes gars tous les matins et je connaissais le nom de leurs enfants et on avait une petite structure familiale. Donc c'était vraiment l'objectif. Et après intégrer le parcours, tout simplement, je suis aussi CJD depuis maintenant 9 ans. Et donc l'intérêt, c'était de pouvoir réfléchir autrement et penser autrement l'entreprise. Oui, tu avais envie aussi de ne pas reproduire peut-être un certain nombre de travers du modèle précédent. Il n'empêche que quand tu es entré dans le parcours un an après avoir repris, tu te posais plein de questions parce que tu étais quand même déjà confronté de nouveau à certaines limites. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, on était tout simplement dans un modèle productiviste. Les équipes avaient en tête que plus on produisait, plus on gagnait d'argent. Donc, ils n'avaient pas démarré le chantier qu'il fallait le terminer. On perdait tout simplement la qualité. On n'avait aucun service. Moi, j'arrivais, j'avais à peu près la même méthode où je posais quasiment plus de questions chez mes clients. En gros, j'avais une surface, un rendez-vous client durait 10 minutes, je prenais mes surfaces, 2 photos, j'envoyais le devis, et puis si ça tombait, tant mieux, et puis si ça tombait pas, tant pis. Et on était vraiment dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment qui t'a fait justement basculer sur autre chose, sur cette dimension-là avec tes clients ? Eh ben, le parcours, tout simplement. Le sas de déformation de 2 jours, où c'est très perturbant. Et puis le parcours, comme disait Laure tout à l'heure, c'est très chiadé avec des rendez-vous mensuels. Et je me rappelle d'une après-midi où je suis pas reparti en pleurant, mais presque. C'est assez violent. Je me suis fait je me suis fait vulgairement bien bousculer par FX, par hasard, mais pas que. Ils étaient 6 parce que en gros je savais pas ce que je devais faire demain, quoi. Quel était l'intérêt, les équipes au final, si c'était pas Jérôme qui bossait demain matin, c'était pas grave, on en trouvera un autre, et on a perdu complètement ce sens. L'humain était complètement perdu, et c'était pas du tout ce à quoi je m'imaginais dans la reprise de la structure. Alors, ce qui a été chouette, parce qu'effectivement, on s'en souvient de ce moment-là. Il voulait carrément abandonner son projet, alors qu'il était quand même engagé dans un parcours pour essayer de l'aider, donc il fallait bien qu'on récupère quand même le truc. À un moment donné, justement, moi, je trouvais que tu avais vraiment complètement basculé. Et le premier mouvement que tu as opéré, c'était la prise de conscience, en fait, de sortir, en fait, de ce modèle avec tes clients qui te demandaient quelque chose, tu y répondais, tu faisais tes devis avec tes devis au mètre carré. Voilà. Qu'est-ce que tu as commencé à faire bouger là-dessus ? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, moi, je fonctionne pas sur les grands principes. Je suis très instinctif. Et j'arrêtais pas de dire, je lance un hameçon, puis je vois comment ça remonte. Je m'étais fixé un objectif tout bête de faire un monument historique par an avec 3 salariés. Quand vous allez toquer aux portes pour dire je voudrais nettoyer l'église là-bas, vous êtes bien reçus, hein. Et puis au final ça a marché parce que à force d'abnégation et j'ai un profil un peu commercial, donc je lâche pas. Quand j'ai décidé quelque chose, je lâche pas. On a commencé tout simplement par nettoyer la cour d'honneur des Invalides. Donc c'est pas rien. Donc un gros projet, puisqu'un chantier de 2 ans, donc il a fallu recruter, il a fallu expliquer des méthodes aux équipes où on rentrait pas dans une cour d'honneur des Invalides comme on rentre vulgairement dans un bac de décantation de déchets pour le nettoyer, pour respecter les événements, parce que voilà, il y a aussi des événements liés aux cérémonies liées à la cour d'honneur. Bref, et donc du coup ça a amené un changement de méthode et surtout un changement de discours auprès des équipes. Et puis ils ont adhéré. Et ça change tout. Parce que au final, c'était eux qui me disaient Jérémy, c'est quand même beaucoup plus agréable de venir bosser le matin avec le sourire et de se dire ça va être génial, on va nettoyer tel monument, tel objectif. Et eux ont trouvé du sens. Et forcément, moi, après, au final, c'est moi qui suivais. Et c'est plus moi qui donnais la direction, et c'était eux qui me repoussaient derrière. Alors, tu as fait plein d'expériences dans ces expériences liées aux monuments historiques.
tu as fait travailler une artiste. Et puis, oui, tu as vécu l'expérience aussi avec les sœurs. Alors, moi, je trouve que de reparler de cette histoire, c'est quand même, on pourra débriefer dessus après, mais porteur d'un mouvement, en fait, qui s'est opéré dans tes équipes. Alors, je fais des monuments historiques, je nettoie des monuments historiques, je réponds pas au marché public. Donc, c'est d'autant plus problématique. Donc, en fait, j'ai été toqué à tous les diocèses. Et bingo, de nettoyer une façade à Fécamp avec une architecte classique. Elle me dit, j'accompagne, je suis assistante maîtrise d'ouvrage pour le diocèse parisien. Ils ont une chapelle à nettoyer. Je me retrouve à chiffrer la chapelle du prieuré Saint-Benoît, qui est à Montmartre, hein, tout simplement, à nettoyer. Donc, avec en face de moi que des grosses structures parisiennes qui rentrent dans cette chapelle avec leurs gros sabots. Et moi, je suis arrivé en disant, on va pas nettoyer de telle manière. J'ai changé le procédé. On a nettoyé avec un procédé de peeling qui est ni plus ni moins que le process du masque de peau, mais pour la pierre, donc moins de déchets, etc. Et puis en discutant avec les sœurs, ils me disent, je me suis posé la question, je dis, merde, c'est à Paris, comment je vais faire? En termes de coûts, ça va me coûter les yeux de la tête de loger les équipes, de louer un Airbnb, les nuits d'hôtel, etc. Puis ils me disent, vous savez, si vous faites l'intervention au mois d'août, pendant la fermeture du prieuré, d'habitude on a les scouts, donc nous on peut vous héberger. Et allons-y, on va y aller. J'ai validé avec les équipes quand même, hein, mais... Et du coup, forcément, on est moins cher parce qu'on est hébergé sur place. Et puis je me suis dit, on fait un nouveau procédé, c'est quand même dommage d'utiliser ce produit et de le jeter. On va être en plein Paris, trouver une déchetterie en plein Paris, c'est un peu compliqué. Comment on va pouvoir faire? Et puis j'ai sollicité la DRAC, qui m'a dit, oui, on peut vous mettre une artiste. L'idée avec l'artiste, c'est de créer une œuvre avec les déchets. Donc je l'ai hébergée, elle est venue avec nous sur place, et en contrepartie, la seule demande que moi j'avais, c'était de passer du temps avec les équipes le soir, parce qu'on était tous hébergés chez les sœurs, et de passer du temps avec eux pour leur inculquer une notion de beau. Parce que on est sur des monuments historiques, et encore une fois, on rentre pas là-dedans comme dans un moulin. Et puis voilà, les équipes ont été un peu bousculées forcément, mais au final ils ont apprécié, parce que je pense que je pourrais les faire témoigner tous, sans exception, ils réclament ce genre d'événement. Donc, au travers de cette anecdote, on voit plusieurs choses, mais notamment cette approche gagnant-gagnant, en fait, et de solutions, en fait, que vous avez imaginées et créées, dans lesquelles tu as embarqué tes équipes, du coup, pour leur permettre de découvrir ou de travailler peut-être un peu autrement, parce que une de tes limites ou une de tes difficultés au début, tu l'as un petit peu exprimé, c'était effectivement, on fait du ravalement de façade, on les fait au kilomètre, et que toi, tu souhaitais aborder les choses différemment, avec notamment cette notion de beau. D'ailleurs, tu as changé de slogan. Hein. Et d'ailleurs, je veux que tu nous reparles de ce cheminement, parce que ta proposition de valeur, elle a quand même évolué, et ça refera le lien avec cette démarche que tu as engagée justement dans ce prieuré. Oui, donc en fait, je suis dans le monde du bâtiment, donc en gros, on met des prix dans des cases, il y a des mètres carrés, et c'est le moins cher qui gagne, clairement. Il n'y a pas de secret. La technique, la qualité, ça vient une fois qu'on est sur le chantier, et encore. Donc l'intérêt du projet, en l'occurrence pour revenir sur le prieuré, c'est qu'on collait un budget, donc on a trouvé une technique, on a fait intervenir un fournisseur qui nous a accompagnés dans la mise en route, puisque c'était la première fois qu'on mettait en place. Les équipes ont compris aussi l'intérêt d'avoir quelque chose de beau et pas forcément de produire pour le principe de produire. Et derrière, le changement de la baseline, c'est qu'on est passé de nettoyage de façade à révélateur de surface pour finir aujourd'hui à signe extérieur de beauté. On s'amuse. Et on n'a pas de boîte de com. Oui, tu t'amuses, mais c'est plus que tu t'amuses. C'est-à-dire que le point de départ, c'est aussi la notion de à quoi elles servent mes façades et comment je les travaille et pour quel usage. Donc, dans l'échange avec les clients, avec tes équipes, il y a aussi cette démarche-là que tu avais engagée. Oui, alors on a une démarche aussi un peu avec les équipes d'autonomisation des équipes. Cette autonomie, en fait, quand les équipes me permet, moi, en tant que gérant de TPE, de passer aujourd'hui, un rendez-vous commercial me prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc on a changé tout le questionnement. Je vous expliquais tout à l'heure, un maçon, quand il vient refaire une façade, il prend ses mesures, 2 photos, il passe 10 minutes avec le client, et puis il est reparti.
Alors, ils peuvent faire 10 rendez-vous par jour, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais passer 1h30 parce que je vais expliquer toute la technologie et surtout savoir l'utilité de l'intérêt, parce qu'au départ, on nous appelle, on dirait, je veux nettoyer ma façade, je voudrais faire des joints, etc. Et les premiers rendez-vous, j'ai un rendez-vous qui m'a marqué pendant le parcours, où j'ai commencé ce questionnement, et le client, au final, me dit, la technologie, je m'en fous, moi, ce que je veux, c'est, j'ai la bâtisse là, personne ne la voit, j'ai 4 appartements qui sont vides et j'ai besoin de les louer. Et du coup, on réadapte la situation en disant, on ne va pas rentrer dans une technologie qui va coûter et qui va durer 30 ans, mais par contre, on va essayer de travailler sur le clinquant. Là, il y a un point, on va travailler sur des badigeons, sur ce genre de choses, et pour que la façade soit vraiment visible. Et in fine, le client m'a dit, ouais, en termes de budget, c'est compliqué. On fait une façade, et puis on fera une façade l'année d'après, etc. Et en fait, on est au bout de 4 ans, je suis en train de terminer la bâtisse. On a fait façade par façade pendant 4 ans. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait la façade principale, et 2 mois après, il y avait 3 appartements sur 4 qui étaient loués. Et le client, forcément, est satisfait. Donc, s'il est satisfait, il a loué ses appartements, lui, il rentre du cash, et il se dit, l'année prochaine, je peux refaire mes charges, je fais ma façade sur le côté, etc. Et je crois que, clairement, aujourd'hui, sur tes devis, tu n'as plus de prix au mètre carré. Non, plus du tout. Je travaille sur j'ai un ensemble et j'explique à mon client ce qui va se passer. Mais l'intérêt, c'est d'aller chercher un budget et d'adapter la technique au budget du client. Et à son besoin. Oui, forcément. Et à son besoin. Effectivement, à l'utilité qu'il va en avoir, avec l'usage qu'il va en avoir. Donc ça, c'est un des grands pas de côté que tu as fait quand même, c'est cette approche par la proposition de valeur, une approche différente de ton métier. Tu nous as déjà parlé effectivement de comment tu as embarqué les équipes, mais aussi dans le deuxième grand pas de côté que tu as fait et dans lesquels je trouve que tu continues d'avancer, c'est la manière dont tu as parlé de l'autonomisation de tes équipes. Voilà, comment ça s'est passé aussi cette étape-là et qu'est-ce que tu as fait ou quel en est le résultat aujourd'hui au niveau de tes équipes? Alors le constat, on en a parlé tout à l'heure, au tout début ils étaient 3 et au final c'est dans une TPE du bâtiment, je prends mon poste le matin, mon patron me dit ce que j'ai à faire dans la journée, voire il passe dans la journée pour vérifier si j'ai bien correctement avancé et voir où j'en suis le soir. Et on fait un point le soir en débriefing de la journée, et ça de manière, et ça toute l'année. Donc autonomie 0. Donc on nettoie et terminé, et puis on fait ce que le patron a dit et terminé. Aujourd'hui, je fais une prise de poste le lundi matin, et encore. Ils ont la liste de courses, on a un petit tableau dans la salle de pause, et puis c'est la bonne personne au bon endroit, donc en fait ils s'organisent comme ils veulent. Donc on a triplé les équipes, et celui qui préfère faire de la protection, il va aller sur le chantier parce qu'il y a de la protection à faire. Celui qui préfère faire du joint, il va aller faire du joint. Au final, on se dit, tiens, celui-ci, il faut vraiment le finir en fin de semaine. On fait une opération coup de poing, ils sont 8 sur le même chantier. Et ça, je ne le sais pas. Je découvre quand je passe sur le chantier. Et depuis que j'ai mis ça en place, en fin de semaine, toutes les tâches sont faites. Alors dans le processus, en fait, Jérémy, j'ai oublié de le dire, mais il a reçu un trophée de l'ESC il n'y a pas très longtemps sur le thème de l'organisation réflexive, qui est un des concepts dans l'ESC, et toujours avec beaucoup de spontanéité, de pragmatisme, mais cette organisation réflexive, elle est très présente chez toi. Et pour arriver à cette autonomie, au début, tu as commencé un petit feedback, en fait, avec tes équipes sur les chantiers. Oui, je suis allé sur les chantiers avec eux, j'ai fait ni plus ni moins que le manœuvre, à leur donner un coup de main, à voir que au final le gérant il peut être avec eux et comprendre leurs problématiques. Ils ont aujourd'hui un budget, ils gèrent le budget d'équipement de protection, ils gèrent le budget investissement même, parce qu'aujourd'hui j'ai un second qui gère la partie investissement. Donc s'il y a besoin d'une machine, ils savent qu'ils ont un budget d'investissement à l'année. L'année dernière, ils ont changé les camions, ils ont décidé de changer les camions, ils ont changé les camions, ils ont été chercher le bon camion, celui qu'ils voulaient, l'agencement qu'ils voulaient, et c'est eux qui gèrent ça en autonomie. Et en plus, ils font ça souvent en dehors de leur temps de travail. Ils font ça sur l'heure du midi. Tiens, chef, on a vu tel camion, telle chose. Moi, ils ont un budget à l'année. En tant que gérant, je valide la méthode de gestion.
est-ce qu'on emprunte, mais en gros, ils ont les outils qu'ils ont besoin, donc le matériel a complètement changé, on vient d'investir dans une machine pour refaire des joints, c'est eux qui l'essaient, c'est eux qui la mettent en route cette semaine d'ailleurs, et voilà, je suis avec vous, et pourtant ils mettent en route une machine, et j'ai pas besoin d'être là, ils m'ont juste dit qu'ils seraient plus productifs avec, et que la qualité en débordrait pas, donc voilà. Pour revenir à cette autonomie, c'est qu'on a mis tout simplement, enfin on fait les choses simples, on est dans le bâtiment, on a un tableau blanc, on a mis chantier par chantier, j'ai des colonnes, c'est est-ce que le client est content, est-ce que les gars de chez TTEN sont contents, est-ce que le patron est content quand même de la qualité, parce que c'est pas parce que le client est content de la qualité que moi j'accepte cette qualité-là. Et puis est-ce qu'on a gagné de l'argent, parce qu'on n'est pas une association, et à un moment il faut être rentable. Donc ils savent toutes les semaines, en gros, le lundi matin à la prise de poste, ils savent si on a gagné de l'argent, si on en a perdu. L'intérêt de ça, c'était de pouvoir délier les langues dans l'autonomie et de dire, bah moi j'ai été embêté parce que, je sais pas, la cliente m'a fait vulgairement chier à tel endroit pour tel sujet, et puis bizarrement l'autre sur l'autre chantier me dit, bah moi j'ai fait comme ça et c'est passé tout seul. Et ils ont commencé à communiquer entre eux. Et puis bah vous créez un esprit d'entreprise et aujourd'hui, c'est leur entreprise, c'est pas la mienne. Du coup, de ces espaces d'échange sont nées aussi l'évolution du périmètre de ton activité, dans une logique d'élargir aussi et de sortir d'une des limites qu'on n'a pas évoquées au début, effectivement, mais qui était la saisonnalité de ton activité. La saisonnalité, certaines activités, puisque mon prédécesseur vendait des mètres carrés, il avait décidé d'aller faire du neuf et de vendre de la lasure de béton. Les gars avaient horreur de ça. Litige à chaque chantier. Donc à un moment, sur une réunion de chantier, je dis les gars, sur une réunion de prise de vol, je dis les gars, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est pas possible. Moi, je peux pas aller en rendez-vous, me faire incendier par le client parce que. Et ils me disent mais Jérémy, on se fait chier avec ça, ça nous plaît pas quoi. Ok, on arrête. Ah ok, on arrête. Ouais, on arrête. Mais par contre, on fait quoi? Parce que y a un moment, ça ramène du chiffre d'affaires, les gars. Moi, si on arrête, c'est un gars en moins. Quoi. À l'époque, on était 3, ça fait plus grand monde. Non, mais. Et nous, on aime bien faire des joints de façade, des joints de briques. Ok, on y va, et on fait les joints de briques. Donc moi, je vends des joints de briques, et puis en fait, on a développé la maçonnerie, et on a intégré un maçon, et puis, mais ils étaient autodidactes, on a fait nos premières façades, et puis aujourd'hui, on est appelé sur des très grosses bâtisses, on fait 800, 900, 1000 mètres carrés de joints, alors que on n'en faisait pas du tout. Et puis, deuxième chose qui a été très intéressante, c'est que j'entends tout le monde qu'il y a des problèmes de recrutement, j'en ai pas. J'en ai pas parce que je demande aucun diplôme à rentrer chez moi. Il y a uniquement le savoir-vivre. Si tu as le sourire le matin, tu dois l'avoir en rentrant le soir. Je recrute pas, c'est pas moi qui recrute, c'est les équipes. Le processus de recrutement, c'est tu viens prendre un café avec les gars, et puis si les gars me disent c'est bon, on le prend, il vient. Voilà, c'est tout. Merci Jérémy pour ce témoignage. On aura un petit espace pour les questions-réponses peut-être après. Effectivement, il y a le temps qui tourne un peu. Du coup, je passe peut-être que tu réagiras après, mais on va passer à une dernière histoire et qui sera complétée aussi à la fin par celle de Ludovic. François-Xavier, donc toi comme Jérémy, tu as été dirigeant accompagné lors du premier parcours, donc il y a 4 ans. Donc de la même manière, peut-être peux-tu nous dire pourquoi tu t'étais, alors te présenter, et puis pourquoi tu t'étais engagé dans cette démarche à l'époque. Bonjour à toutes et à tous. Donc François-Xavier Le Chevalier, dirigeant de l'entreprise Ridel Énergie, basée à Neufchâtel-en-Bray, donc à 40 minutes de Rouen. Pourquoi je me suis engagé? C'est un peu comme mes copains. Je fais partie du CJD depuis de nombreuses années. Au CJD, on teste, on innove, on ose faire des choses. Et au bout d'un moment, on a tous le constat de dire qu'un modèle économique, un business model, ça a une durée de vie de 10 ans, puis qu'au bout de 10 ans, il y a un moment, il va falloir se réinventer. Et voilà, j'avais envie de changer, de découvrir des nouvelles choses. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la formation et tout l'accompagnement qu'on a eu au sein du Club Inné. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de ce parcours? De quoi qu'est-ce que tu as pris, de quoi tu as pris conscience? Et quel pas de côté tu as fait de ton côté? Alors, le premier point, comme Jérémy, je me suis fait déformer pendant 2 jours. Donc, je suis arrivé à la formation avec des croyances, des préjugés, et il y a un raccourci qui est un peu rapide.
dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, tout le monde parle d'usage. Et quand on parle d'usage, on parle de vente d'usage et on se dit on vend uniquement ce qu'on consomme. Et donc j'étais là-dessus, associé à mon modèle d'entreprise. Et donc je me suis rapidement fait déformer. On m'a expliqué que c'était un peu plus que ça et que c'était beaucoup plus large que ça. Et ensuite, la formation m'a permis, enfin, les équipes qui étaient autour de nous pour nous accompagner m'ont permis de mettre des mots dans la dynamique de l'EFC sur ce qu'on faisait déjà, sur ce qu'on balbutiait et ce sur quoi on pouvait appuyer pour aller plus loin. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est qu'on faisait des choses, on n'en avait complètement pas conscience et qu'ils ont été mettre de la valeur là où pour nous, il n'y en avait pas. Et en fait, on s'est rendu compte de la richesse de certains points, qu'on pouvait accélérer sur ces points et faire, comme le dit Isabelle, le pas de côté complémentaire pour aller un peu plus loin. Donc, le point le plus important qu'on a réalisé, donc l'entreprise fabrique, Riedel Energy, l'entreprise fabrique des récupérateurs de chaleur sur installation frigorifique. Donc, des espèces de ballons d'eau chaude intelligents qui récupèrent la chaleur sur les groupes froids pour produire gratuitement de l'eau chaude. On installe ça chez le boucher, le charcutier, les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire. Notre métier, c'est, pour l'utilisateur final, c'est de vendre un temps de retour sur investissement. Automatiquement, tout le monde veut bien faire des économies qu'à partir du moment où ça fait du bien au porte-monnaie. Sinon, tout le monde s'en fout. Donc, on était dans cette dynamique de proposer un temps de retour sur investissement. Et il y a quelques années, dans notre marché, a été mis dans notre environnement de travail, un dispositif financier vertueux au service de la performance énergétique qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie. C'est un système qui permet une espèce de subvention, mais c'est des fonds privés, qui permettent de venir bonifier le coût d'investissement, de réduire le coût d'investissement d'un utilisateur final quand il faisait l'acquisition d'une machine chez nous. Donc quand le temps de retour sur investissement était de 5 ans, vous veniez mettre cette prime à l'investissement qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie dans la balance et vous passiez le temps de retour de 5 ans à 2 ans ou à 3 ans. Sauf que ça, c'est un dossier à monter, c'est une structure bien organisée, réglementée par, entre guillemets, les services de l'État, il y a un cadre et c'est financier. Moi, en tant que constructeur, j'avais pas trop ma place à rentrer ça dans l'entreprise. Ce dispositif, j'avais l'impression qu'on allait se perdre, même si c'était un facilitateur à la vente. Quelques années plus tôt, je travaillais avec Ludovic, qui est à notre gauche là-bas au bout de la salle, et qui travaillait pour nous ensemble, on travaillait ensemble, et il avait la représentation commerciale de nos produits sur tout l'ouest de la France. Quand on s'est rencontré avec Ludovic, il devait être tout seul. Moi, nous étions 2. Et quelques années plus tard, on est tous les 2 à une quinzaine de collaborateurs. Donc, en fait, on s'est tapé dans la main à l'époque. Et j'ai dit à Ludovic, tu représentes les produits commercialement. Il y a un nouveau dispositif qui est là. Ludovic en avait entendu parler. Et puis, au bout d'un moment, Ludovic il commence à monter en compétence sur le sujet. Je dis, ok, part en compétence. Moi, je reste sur ma technique, je reste sur mon produit. Et puis, lui, il est parti sur cette approche économique. Et on est venu compléter, en fait, l'offre de Ludovic. Il a monté une vraie offre d'accompagnement des clients de Riedel Energy sur l'obtention de cette prime à l'investissement qui permettait de transformer les affaires. Moi, de mon côté, je l'ai pas intégré dans l'entreprise, c'était pas du tout mon rôle de fabricant. Mais par contre, à chaque fois qu'on sortait un devis de l'entreprise et une proposition commerciale, il y avait toujours une place pour la proposition de valeur de Ludovic qui consistait à notre entreprise d'accompagner le client jusqu'au bout. Et on s'est tapé dans la main, et c'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de contrat entre nous. On a monté l'offre, et puis ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que ça dure et que ça fonctionne. Et donc on va le développer après, mais ce qui est important, c'est qu'on a au sein de nous, l'entreprise Riedel Energy, où on est un fabricant avec des chaudronniers, on soude des tubes toute la journée, on fabrique des cuves, on a finalement mis en place avec Ludovic, alors là j'utilise les mots de l'EFC quand j'étais pas capable de faire il y a quelques années, on a mis en place en fait un système de coopération pour monter cette proposition de valeur commune, le tout en développant chez nous une ressource immatérielle externalisée. Globalement, et j'ai révisé, hein. Non mais ça veut dire que
ce qu'on se rend compte, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'on est. Il y avait un jeu pour glisser des mots, vous savez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on dit tout à l'heure, oui, on consomme plus pour produire plus, on consomme plus pour gagner plus. Bon, bref, c'est le modèle limite de l'ensemble. Mais surtout, c'est que la seule valeur dans notre entreprise en tant que constructeur, finalement, elle est dans les équipes, elle est dans la matière grise des équipes. L'effectif de l'entreprise, on est 15 personnes, il y a 3 personnes à la production, le reste, c'est dans les bureaux. Je vous donne le ratio de l'entreprise entre productif direct et productif indirect. À la fin du bilan, c'est indécent. Par contre, ça démontre bien que la valeur de l'entreprise, elle est bien dans la création de richesse quand on va collecter la bonne information auprès du client et qu'en fait, le prix de vente est complètement décorrélé du prix de revient productif. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec Ludovic, c'est qu'on a monté en compétence la partie immatérielle entre ces équipes qui sont devenues des experts sur le dispositif financier, nos équipes à nous pour dimensionner les bonnes machines pour répondre aux besoins. Et en fait, tout ça sur 2 entreprises qui n'ont aucun lien en termes d'actionnariat, à part 2 mecs qui sont devenus des copains. Alors, derrière cette notion-là, quand on t'a accompagné, tu avais quand même déjà une richesse que tu as démultipliée, je pense, avec Ludovic, mais qui était ton bureau d'études. Et derrière la notion des données que tu évoques, finalement, tu installes des récupérateurs de chaleur, mais pour faire quoi? Pour aider effectivement à de l'optimisation en fait d'utilisation de l'eau chaude et réduire l'économie, faire faire des économies d'énergie à tes clients. La valeur en fait dans ton entreprise, je pense que tu la connaissais déjà, mais tu as encore plus pris conscience. Et de ce que tu m'as raconté là, en plus, vous avez été encore beaucoup plus loin aujourd'hui sur la valorisation en fait, de la connaissance que vous avez de vos clients finaux. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ça? Alors le sujet, c'est qu'on est fabricant. Donc un fabricant, il travaille dans son usine et les produits que l'on vend, ils vont à des utilisateurs finaux, un boucher, un charcutier, un abattoir. Entre deux, on a des professionnels qui sont des réseaux d'installateurs sur l'ensemble du territoire. Donc on travaille avec des installateurs qui sont des artisans tout seuls dans leur camion, des petites et moyennes entreprises et puis des grands acteurs nationaux. Mais finalement, je n'avais jamais de lien en tant que constructeur avec l'utilisateur du produit. Donc au milieu, un intermédiaire qui est là pour valoriser notre produit et vendre l'installation. Donc lui, il collecte l'information auprès de son client boucher, il nous la traduit à travers un email et il nous la renvoie chez nous et avec ça, on doit dimensionner une machine. Donc une distance relativement importante entre nous, fabricants, et l'utilisateur de la machine. Donc pour améliorer les machines, très compliqué, avoir les retours d'expérience, très compliqué, et en fait, on n'avait jamais réussi à valoriser ça. Du jour où on a eu la mise en place du dispositif que j'évoquais tout à l'heure, C2E avec Ludovic, il signait pas un dispositif financier avec un intermédiaire. Automatiquement, il avait le contact avec le patron qui, lui, allait toucher, la patronne, avait le chef d'entreprise qui allait toucher en fait le dispositif financier. Donc on a commencé à avoir un lien beaucoup plus proche avec l'utilisateur final, et donc on a commencé tout doucement à changer notre approche. Ce qui fait que même dans la stratégie de communication et marketing de l'entreprise, on faisait beaucoup de promotion de nos produits sur des salons professionnels à destination des installateurs. Et au bout d'un moment, on a changé de cap. On a commencé à dire, on va continuer des installateurs parce qu'on a besoin d'eux, et c'est eux qui installent nos produits, on fait pas de vente directe. Par contre, on va aller aussi sur des salons professionnels à destination du boucher, du charcutier, du boulanger, de l'industrie agroalimentaire. Et là, on a orienté notre communication. Donc du coup, nous voilà en face à face avec l'utilisateur final, donc une meilleure collecte de l'information. Et donc de ce fait-là, on s'est retrouvé avec de la nouvelle donnée, un meilleur dimensionnement des machines, une meilleure compréhension du besoin client et surtout une partie évolutive. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire une machine complètement figée pour un délai donné, on est peut-être capable de faire 2-3 améliorations à la machine. Elle va sûrement coûter un peu plus cher à l'investissement. Par contre, elle va permettre de passer les 3, 4, 5 années en fonction de l'évolution du boucher, du charcutier, en permettant d'anticiper. Voilà. Ça fait partie vraiment des choses qu'on a améliorées et pour lesquelles on a encore une grosse phase de travail à réaliser.
Parce que pour le coup, là, tu es vraiment aussi dans la performance d'usage. Enfin, c'est l'utilité de ton produit et les effets utiles, ils étaient pour les clients finaux. Donc, il y avait enjeu très fort à cette connexion à tes clients finaux. Alors, peut-être pour reboucler sur ça, je vais demander à Ludovic que tu te présentes, que tu puisses nous dire quelle est ton activité. Et puis, pour rebondir, alors, ça m'intéresserait de voir quel est ton regard sur ce que raconte et comment toi, tu as vu l'expérience aussi du côté de l'évolution de votre partenariat ensemble. Ludovic Pierre, donc je suis le dirigeant fondateur de la société Ecométhode, donc société basée en périphérie de Caen, et donc créée en 2011. Donc notre activité en fait, c'est d'accompagner les industriels, les entreprises du tertiaire et les collectivités dans leur démarche de sobriété énergétique. Disons que c'est comme ça que je le présente maintenant. Mais quand j'ai connu François Xavier, en fait, je me présentais comme étant un agent commercial qui cherchait à vendre des solutions pour réduire les consommations d'énergie des clients finaux. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'avais déjà commencé à engager un partenariat de contrat d'agent commercial. Donc, un agent commercial, c'est un commercial indépendant, tout simplement. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait la rencontre de François Xavier, qui est aussi localement implanté, et dont les solutions étaient vraiment complémentaires à la première brique de solution que je proposais, qui était un système de déstratification thermique. Bon, je rentre pas dans le détail sur les solutions techniques. Non, mais par contre, tu peux peut-être expliquer la déstratification thermique, s'il te plaît. La déstratification thermique, c'est ce qui permet de réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment de grande hauteur sur son poste chauffage. Je prends l'exemple du Moho, par exemple, qui a un volume assez impressionnant et une hauteur sous plafond qui fait follir les consommations de chauffage. Voilà, vous pouvez déstratifier pour réduire la consommation de ce genre de bâtiment, en rabaissant la chaleur qui s'accumule au plafond, voilà, en la redescendant au sol. En fait, ces solutions-là, malgré toute la valeur ajoutée qu'elles pouvaient représenter et les gains énergétiques qu'on pouvait en attendre, il y a 10 ans, avec les prix de l'énergie de l'époque, qui étaient bien loin de ceux qu'on connaît cette année, c'était difficile de les vendre avec un temps de retour sur investissement, même si on prenait le temps de calculer ce temps de retour sur investissement, ce qui est pas toujours la volonté d'un simple commercial. Déjà, c'est déjà une démarche de proposition de valeur un peu supplémentaire. Et on a découvert, j'ai découvert, parce que je travaillais tout seul à l'époque, que cette solution était éligible au certificat d'économie d'énergie. Et quand j'ai rencontré François Xavier, effectivement, on s'est rendu compte que la récupération de chaleur était également une solution éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc à un moment donné, on s'est dit, si on veut améliorer aussi le taux de transformation, de concrétisation de nos projets, il va falloir qu'on ait un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce-là, c'est pas juste de préciser au client que cette solution est éligible. Il va falloir lui donner les moyens de toucher cette subvention, parce que c'est quand même un dossier qui est techniquement et administrativement assez lourd à monter. Donc, on s'est dit que le meilleur moyen d'obtenir ce service-là, c'était peut-être de réfléchir à comment l'intégrer, de l'internaliser. Voilà comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous aviez réussi à aller beaucoup plus loin aussi dans une approche d'une solution beaucoup plus globale en fait au niveau de vos clients finaux, qui est pas simplement finalement la récupération de chaleur et qui s'appuie aussi sur d'autres domaines de compétences que tu développes pour les clients finaux. C'est quoi le périmètre sur lequel vous êtes aujourd'hui ? En fait, on a un peu élargi le spectre au fur et à mesure des évolutions technologiques de la récupération de chaleur Ridel, et puis tout ce que Ridel aussi est capable de développer comme solution aussi complémentaire. Nous, de notre côté aussi, on a toujours cette recherche permanente on pourrait dire, d'innovation dans le service proposé et dans la valeur ajoutée de notre approche commerciale. Donc, on a développé en fait des approches qui permettent en fait d'identifier non pas juste la demande d'un client, parce que souvent on nous formule une demande qui est assez cadrée, sans nous donner plus d'explications. Donc là, on prend la démarche systématiquement d'installer un climat donc de collecte d'informations, de collecte des besoins réels, parce que souvent la demande elle colle pas vraiment en fait aux besoins du client. C'est mal exprimé. Donc on cherche le pourquoi et on creuse le pourquoi de cette solution. Pourquoi vous me demandez ça? Pour quel besoin?
besoin en chauffage, mais quel est réellement ce besoin-là, à quel niveau, à quel moment dans la journée. Et donc on a peu à peu pris conscience qu'il y avait des problèmes qui étaient qui dépassaient un petit peu aussi le cadre de ce besoin-là. Et en fait, on s'est rendu compte on était aussi en capacité de réduire le besoin. Ce qui fait qu'en fait, une récupération de chaleur, par exemple sur un récupérateur de chaleur qui produit de l'eau chaude, si le client nous dit je consomme tant de mètres cubes par jour, est-ce qu'il est vraiment conscient qu'il pourrait réduire ce besoin? Et que, en fait, le récupérateur de chaleur, plutôt que de produire 60% de son besoin journalier, on pourrait peut-être atteindre les 100% de son besoin journalier. Donc, on va déjà creuser à la source le besoin pour essayer d'avoir une solution qui a le maximum de valeur ajoutée et de gains énergétiques pour le client. Avec du coup aussi l'économie d'eau derrière. Voilà, oui, donc Okay. je vais pas préciser. Donc voilà, on a développé en fait des solutions aussi de réduction des consommations d'eau, donc dans les bâtiments, pour réduire donc le besoin à la source de consommation, au point de puisage. Okay. Donc élargissement en fait de quelque part de la proposition de valeur que vous avez, connexion au client final qui était une de tes limites. Entre les deux et puis après Olivier, je te repasserai la parole aussi. Tu avais une autre limite, enfin tu avais une difficulté dans cette démarche qui était la triangulaire avec tes installateurs. Parce que du coup, tes installateurs, moi je me souviens quand tu avais dit justement, on veut se connecter plus au client final parce que finalement c'est eux qui bénéficient de notre solution, mais on veut pas non plus squeezer nos installateurs. Voilà. Donc là, quand tu m'as raconté, j'ai vu que vous aviez aussi drôlement avancé dans cette relation avec les installateurs pour essayer d'avoir une approche gagnant-gagnant aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Oui, la difficulté d'échanger avec l'utilisateur final, c'est que nos installateurs historiques se sentent à un moment chantés. Donc, en tant que fabricant, on se doit de respecter, on respecte en fait toute une approche de prix catégorielle de manière à préserver les marges de chacun. Donc ça, c'est un premier point qui est important chez nous. On essaie de ne pas chanter l'installateur qui est en place en faisant rentrer un autre installateur avec lequel on aurait soit plus d'affinités ou des préférences. Donc on essaie de faire attention à ça. Et surtout, sur la collecte de besoins, il est associé puisque l'installateur, donc dans notre cas, les installateurs sont des professionnels du froid. Donc c'est eux qui maîtrisent la chaîne de froid, de conservation des aliments chez nos clients. Donc il y a quand même un climat de confiance qui est quand même plus entre l'utilisateur final et son installateur, avec derrière des contrats d'assurance en cas de défaillance. Donc on se doit quand même de respecter l'installateur qui est au milieu, tout en sachant que si l'installateur, dans le commerce, il y a assez peu de fidélité, donc si l'installateur a envie de proposer une solution concurrente, on se doit aussi, nous, sécuriser notre approche commerciale. Donc plus on va, ce que évoquait Ludovic, plus on va comprendre le besoin du client, plus on va essayer d'apporter des solutions plus larges possibles. Au bout d'un moment, on est beaucoup plus proche de l'utilisateur final et finalement, on arrive à intégrer l'installateur dans la boucle. Mais en tout cas, c'est un vrai jeu d'équilibriste que pendant des années, jouer avec les installateurs et au bout d'un moment, leur dire « j'ai quand même été parler à ton client ». Ah bon, comment ça? Donc là aussi, on a un climat de... Alors, je ne sais pas si on est encore au niveau de la coopération, pour définir les solutions qu'on va installer demain chez les utilisateurs finaux. Mais en tout cas, il y a un vrai jeu d'équilibriste qui consiste à se dire, on met en place un climat de confiance, on collecte de l'information, on la partage et on crée la solution de demain qui sera évolutive et qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. On doit rester prudent et vigilant sur ce sujet-là parce que on dit toujours que dans le commerce, la fidélité, c'est quand même pas la première des qualités, quoi. Donc effectivement, la question, comme tu me le disais, t'es peut-être pas complètement en coopération, mais en tout cas dans l'esprit, l'idée c'était de rechercher au moins une logique un peu gagnant-gagnant qu'on retrouve beaucoup dans l'ensemble des démarches. Alors, Olivier, peut-être est-ce que tu veux réagir par rapport à ces 5 récits J'ai 2 heures. Non. Et puis après, on fera aussi de questions-réponses avec la très vite. Peut-être, je donne 2-3 trucs, notamment pour éclairer par rapport à l'UFC, pour celles et ceux d'entre vous qui repèrent pas exactement c'est quoi l'EFC, je dis 2-3 trucs. Premier truc, dans ce qu'on fait ici et ce qui est exposé ici à travers vous quatre, et je vous en remercie, c'est donc des expériences de dirigeants. Et à vous écouter, alors vous n'êtes pas les seuls, je parle de vous, ça veut pas dire que il n'y en a pas d'autres, mais là je parle de vous, il y a une intention. L'EFC,
ou chercher à accompagner les trajectoires, c'est avant tout essayer de retrouver quelque chose du point de vue de l'intention entrepreneuriale. Tu l'as dit, Jérémy, tu quittes un groupe, machin, tu voulais une entreprise familiale, et ce que tu nous racontes, c'est que tu essaies de faire vivre une certaine dynamique où les équipes ont leur place, et c'est bien ton intention stratégique en tant que dirigeant. Bon, je vais pas faire le tour des uns et des autres, mais dans ce que vous dites, Ludovic et François-Xavier, il y a quand même quelque chose qui est très important, hein, que je le remets tout de suite parce que c'est pas dit comme ça, c'est que c'est pas la course au volume. C'est que, et surtout par rapport à la concurrence, on essaie de faire, enfin vous essayez de faire votre démarche avec une intention, me semble-t-il, du dirigeant stratégique qui est économisons de l'énergie, apportons des solutions pertinentes par rapport à des besoins, parce que derrière, il y a des impacts énergétiques ou des impacts matières, et donc il ne s'agit pas, notamment pour François-Xavier, de fabriquer des machines. Bien sûr, ça passe par la fabrication de machines, mais c'est pas l'objectif premier. Ça, c'est important. Deuxième point, dans l'histoire, enfin dans les récits que vous faites, alors, très rapidement, en EFC, on parle de trajectoire. Donc on ne change pas un modèle économique d'une entreprise du jour au lendemain, c'est absurde. Et un modèle économique, c'est pas que la dimension monétaire, hein. Il y a d'autres dimensions dans un modèle économique. Il y a une dimension réelle, c'est qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, comment on est organisé, on mobilise quelles ressources, comment on contractualise. Enfin voilà, il y a plusieurs dimensions. C'est pas qu'une dimension monétaire. Et donc vous êtes dans des trajectoires. Et forcément, les trajectoires, elles sont prises par deux choses qui sont très importantes. C'est à la fois un déjà là. Dans vos entreprises, il y avait un déjà là. Donc le pas de côté était déjà plus ou moins engagé, et il y avait un déjà là dans la relation avec les équipes, dans la relation avec des clients, dans ce qu'on cherche à faire. Donc il y a un déjà là. Et puis il y a un caractère un peu utopique, c'est-à-dire on cherche à aller plus loin. Et la trajectoire, c'est toujours ces trucs-là. C'est pour ça que c'est un pivotement, mais qui est pas je fais comme ça vraiment on n'y arrive pas. C'est bien une dynamique, une trajectoire. Et après cette trajectoire, et je finirai là-dessus, elle s'appuie sur, et c'est ça un peu le FC, si vous voulez, le FC, c'est des intentions, sortir de la course au volume, essayer de mieux prendre en charge des enjeux de transition. Donc il y a tout un tas, je refais pas tout ça, mais simplement ça passe par des outils, ce qu'on appelle nous des concepts opératoires. À la fois, ils ont un fondement théorique, expérientiel, etc. Ça sort pas comme ça se fait pas en 3 minutes. Mais en même temps, ils visent à être opérationnels. Et je vais donc en repérer quelques-uns que vous avez indiqués, qui sont grosso modo ce qu'on mobilise dans le référentiel de l'EFC. Un, on cherche à sortir de l'idée je vends un produit ou un service qui est un quasi-produit, hein, un produit à un prix. J'essaie de vendre une proposition de valeur, d'essayer d'attraper des effets utiles, donc je ne vends pas un produit, mais j'essaie d'attraper à quoi ça sert, et j'essaie de trouver la forme pour que ça accompagne des besoins, des utilités, du point de vue du système client, entre mon acheteur, les différentes structures de l'entreprise, par exemple, qu'on est l'entreprise, voire d'attraper des enjeux territoriaux. Donc je passe d'une analyse produit-prix à une analyse autour d'une proposition de valeur, d'effets utiles, d'externalité. Donc c'est ça un de premiers déplacements. Deuxième déplacement, c'est que pour faire cela, souvent, on va devoir assembler des briques. Par exemple, ce que tu nous dis, Laure, il faut, bien sûr, il faut savoir utiliser les machines, etc. Il faut toute une réflexion sur connaître quel type de technologie, de lessive je peux employer, etc. Il faut du conseil auprès des trucs. Donc il y a des briques comme ça. Et donc, à travers ce que vous avez indiqué, il y a à la fois ton activité et ton activité qui sont deux briques, et ça produit une solution intégrée. Donc cette fois-ci, on va assembler des briques, soit qu'on a déjà ou qu'on consolide en interne de la structure productive de l'entreprise, soit qu'on fait travailler avec d'autres, mais dans une logique de solution intégrée. C'est très important parce que ça veut dire qu'on sort des logiques de filières et de secteurs d'activité. Donc il y a eu des secteurs d'activité qui... Je vous donne un exemple, c'est archi plus facile. Si vous voulez, le passage... il n'y a pas de solution à la mobilité par le secteur d'activité du transport.
c'est de l'aménagement c'est de l'aménagement du territoire, c'est des systèmes d'information, c'est de l'intermodalité, etc., etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire la réponse, pour tenir la proposition de valeur, il faut essayer de penser des solutions intégrées, c'est-à-dire des systèmes encastrés de compétences complémentaires qui permettent de tenir la proposition de valeur. Et c'est ce que vous avez indiqué. Alors en creux, hein, je le mets en plein. Et alors quand on est dans cette solution intégrée, donc c'est un concept opératoire, eh bien, est-ce qu'on le fait en interne ou est-ce qu'on travaille avec d'autres? Et à ce moment-là, on va rentrer dans une logique, et c'est ce que vous témoignez, et c'est ce que tu as témoigné avec l'artiste, mais qui fait autre chose, hein, parce que l'artiste a fait aussi, accompagne les équipes, enfin bon, je rentre pas dans ce que tu nous as pas dit, c'est-à-dire quelque chose dans une logique d'écosystème. Donc je vais trouver une forme organisationnelle en interne, c'est mon entreprise, ou avec d'autres, dans une forme d'écosystème. Et à ce moment-là, ce qui va être le moteur de ça, et je finis là-dessus, c'est 2 éléments. 1, rentrer dans des logiques de coopération avec mes clients en interne, dans mon écosystème. Donc on a toute une méthodologie d'accompagnement sur les problématiques de la coopération, c'est pas si simple. Hein. Et deuxième aspect, dans la transformation économique, aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est il y a un petit moment, si vous voulez, je vais dire avant, ce qui était le moteur de la dynamique économique, c'est l'investissement matériel, c'est les ressources matérielles. Aujourd'hui, il faut toujours des ressources matérielles, mais ce qui fait le moteur de la dynamique économique et de ce que vous exprimez là, ce sont les ressources immatérielles, les compétences, la qualité de la confiance qu'on a les uns les autres dans les différentes dimensions des partenariats, etc., etc. L'engagement, la capacité à aller faire des trucs, ce qu'on appelle l'engagement. Et puis la pertinence de ce que l'on fait. C'est pertinent ou c'est pas pertinent? Et comment on a une organisation pertinente. Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des ressources immatérielles. Par exemple, dans l'expérience Jérémy, je finirai là-dessus, c'est ce que nous dit Jérémy, parce que je le redis différemment, Jérémy, si tu m'en autorises, mais tu me diras après si j'ai eu raison ou pas, mais ce que dit Jérémy, c'est que, je le dis comme ça va trop vite, mais tu as des équipes, pour aller vite, qui ont une vision un peu insuffisante de ce qu'ils sont en train de faire. On pourrait dire c'est des ouvriers qui étalent du ciment, qui font à l'époque pas des joints au kilomètre, ou qui nettoient des façades au kilomètre. Est-ce que tu as aidé à accompagner, c'est une ressource immatérielle quand même très très importante, c'est une revalorisation du métier, des compétences, de la compréhension du geste technique qui était déjà là, d'une maîtrise d'une organisation du travail, d'une maîtrise de la compréhension du geste esthétique, même quand on nettoie un truc, parce que je vois moi des photos qui sont des façades ordinaires, mais dont le geste esthétique est quand même là, qui était la base quand même du métier des gens qui intervenaient sur le bâtiment, c'est l'esthétique, etc., etc. C'est-à-dire, là, tu as dynamisé des ressources immatérielles, en l'occurrence ici, les ressources internes, les compétences, et la confiance, la dynamique de confiance, avec une organisation extrêmement souple. Et alors, ce que tu dis, c'est que ça te donne une puissance d'action. Enfin, bon, je sais pas si vous voyez, mais Jérémy, là, il est en train d'attaquer l'abbatiale de Rouen. Vous voyez, en 5 ans de trajectoire, partir à 3, il faisait jamais rien du tout de ça. Et aujourd'hui, Jérémy l'attaque avec des techniques productives extrêmement pointues. Ça se fait pas. Voilà, c'est de la technologie, c'est de la haute technologie et du geste professionnel pointu, extrêmement pointu. Et ben, c'est les mêmes personnes qui font ça. Et c'est ça qui crée le moteur des trajectoires des uns et des autres qui sont soulevés. Voilà. L'économie de la fonctionnalité, c'est ça, c'est des intentions, et en même temps, travailler sur la proposition de valeur, travailler sur des logiques de solutions intégrées, travailler dans des dynamiques d'organisation autour d'écosystèmes, etc. Essayer de développer des dynamiques de confiance et s'appuyer sur des ressources immatérielles pour porter cette dynamique-là. C'est pas magique. C'est pas magique. Parfois, c'est très très compliqué, on n'y arrive pas. Et puis, parfois, ça donne l'élan, le point de repère, et le point d'appui, à la limite, pour pas perdre la main et pas perdre pied surtout. Donc c'est ça qui est bien. Merci beaucoup Olivier.
Je vous propose de passer aussi un petit temps de questions-réponses. Donc, on va passer les micros. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des partages? Moi, il y a une question, je me dis, pour aller vers le changement des modèles économiques, ce que vous avez fait, c'est-à-dire quand même, il y a un terrain fertile à la base. Il y a quelque chose, on parle de valeurs, mais j'imagine que n'importe quel chef d'entreprise peut pas tout de suite. Déjà, faut se questionner sur le fait de vouloir changer quelque chose dans sa vie. Il y a aussi la question de la lucrativité qui est importante, parce que quand vous dites l'investissement, c'est un modèle, mais il y a aussi dans l'esprit de certaines personnes monter une entreprise, c'est faire fortune, c'est faire ceci. Là, ça veut dire qu'il y a quand même aussi cette notion de se dire la lucrativité, elle est limitée. Ça veut dire que si j'imagine que vous travaillez en confiance avec vos équipes, c'est aussi parce qu'il y a cette notion qui fait qu'il y a une certaine forme d'égalité, d'équité dans les équipes. Enfin, je voulais justement que vous puissiez peut-être témoigner sur ça. Comment vous voyez cette notion de faire équipe autour de cette question de la lucrativité notamment, qui est pour moi un terrain fertile à la mise en place de ces changements. Moi, ma question, c'était peut-être plus pour Madame Le Chevalier, même si elle peut peut-être être agrandie vers les autres participants. Pardon, Madame le Maricio, excusez-moi. Donc ma question que j'ai eue en vous écoutant, je connais un petit peu ce domaine, mais très très peu, mais je rentre un peu dans ce domaine à laverie pressing, et je sais que c'est un domaine qui est pas évident. Ma question, c'était au point de vue de la recherche et R&D. Vous avez quand même une volonté d'aller dans un système d'eau en circuit fermé, particules plastiques, tout ça, mais ça a des coûts. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous êtes une petite structure, si j'ai bien compris. Vous n'êtes pas une grande entité nationale ou internationale. Donc, comment vous faites pour aller dans ces terrains-là de R&D? Est-ce qu'il y a des synergies entre entreprises ou entre centres techniques, même s'ils sont un peu parfois limités? Donc voilà, ma question c'était sur ce côté-là. Et désolé pour l'erreur du début. J'ai une question qui est peut-être juste une remarque. Je ne sais pas si ça appelle, si vous aurez une réponse en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est des exemples passionnants, très divers qu'on a eu là, très instructifs. Mais est-ce que ça peut passer à l'échelle en fait? Est-ce que vous voyez quelque part la possibilité de faire évoluer les professions? J'ai un vrai questionnement quand je parlais de la recherche de sens. Quand je parle de ce que je fais autour de moi, dans mes amis proches, qui sont encore dans des groupes, pour la plupart, sur des postes, on m'explique que je gagnerai jamais d'argent. Alors, ça fait 5 ans que je suis dans la boutique et visiblement, tous les ans, on avance toujours et on gagne toujours un peu d'argent. Et puis, on me fait confiance et les banques aussi. Donc, moi, je suis clairement dans cette phase où je me pose la question de ce pourquoi j'entreprends et de mon rapport à l'argent. Donc j'ai pas de réponse à vous donner, mais c'est sûr que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a clairement des franchises. Vous l'avez probablement tous vécu et vu sur les parkings de supermarchés, des kiosques avec des machines à laver dedans. Ça c'est le groupe. Alors il y a des indépendants, mais pour la grande majorité c'est le groupe Photomaton que vous connaissez tous pour les photographies. Qui ont diversifié, ils ont les mêmes clients, mais ils ont diversifié leur offre. Je peux pas lutter contre Photomaton, clairement. Faire du volume et pour un max d'investissement, comme il y a beaucoup de franchiseurs dans les laveries libre-service qui vont vendre, quand je vous disais tout à l'heure, de la laverie pour un investissement comme on achèterait un appartement. Clairement, ils vous expliquent, vous avez des multitudes de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là, où monter une laverie demain, c'est une machine à cash, ça vous rapporte de l'argent sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, je suis effectivement pas dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que pour faire ça, autant aller chez mes confrères, j'ai aucune critique vis-à-vis d'eux. C'est que moi, je sais pas faire ça. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt, mon kiff, ça va être plutôt de, effectivement, comme l'expliquaient mes copains, comme dirait Félix, si je peux le dire comme ça, je vais être plutôt sur c'est quoi le problème de mon client, c'est quoi le besoin de mon client, et puis s'il faut faire 15 devis pour ça, j'exagère, mais à peine, je vais le faire aujourd'hui parce que je vais être dans la satisfaction client qui fait que effectivement on va sortir de cette notion de coût. Parce que si je veux aller sur la même chose que mes confrères, je passerai jamais. Parce que travaille avec des fabricants, etc. Donc voilà.
Ils n'auraient jamais l'économie d'échelle qu'ils ont aujourd'hui par leur taille. Donc effectivement, ce rapport à l'argent, je laisserai mes confrères aussi répondre. Mais moi, je suis dans le questionnement que vous évoquez. C'est effectivement, du coup, le rapport, ce rapport à l'argent et au fait au bas de page, au résultat bas de page, quoi. Et je fais un lien avec les deux parce qu'effectivement, ça a un coût. Moi, demain, si c'est pour faire de la laverie, et c'est très bien, il y a des gens qui le font très très bien, avec plein de solutions diverses pour les investisseurs qui veulent du retour sur investissement rapide. Il y a des méthodes et d'autres où c'est plus du long terme, mais c'est pas mon truc. Là, on rentre encore dans cette logique de volume. Allez, plus je vends de machines et plus je vends clairement aujourd'hui, à chaque fois qu'on lance une machine chez moi, je suis super contente parce que ça rentre du chiffre d'affaires. En même temps, je me dis voilà, il y a encore 90 litres d'eau potable qui sont partis dans la nature. Donc oui, c'est un investissement que je fais. Je vais me faire accompagner pour ça, parce que il y a plein d'entreprises qui vous accompagnent aussi, et au CJD il y a quand même une grosse force pour ça aussi, c'est de rencontrer des gens qui vous accompagnent, et je vais financer une partie de ce coût-là probablement avec des aides diverses et variées. Mais oui, je prends le pari de me dire que je vais peut-être y mettre 50 000 que j'aurai pas en bas de page. Donc après, ça fait partie des valeurs ce pourquoi je le fais. Ce qui fait lien avec le parcours EFC, c'est que je croyais que c'était pas possible. Toutes mes envies aujourd'hui, où on me regarde en me disant oui, elle est mignonne, mais elle est mignonne. Et face à un métier que je connaissais pas du tout, parce que moi, pour le coup, j'ai débarqué dans la laverie libre-service et le pressing il y a 5 ans, sorti d'un constructeur automobile. J'ai regardé ça, donc je connaissais pas du tout le métier. Je pensais vraiment, et on m'a expliqué que c'était pas possible. D'ailleurs, si je ne fais le lien qu'avec mon métier, je pourrais pas le faire. Et ce que m'a permis l'EFC, c'est justement de me faire rencontrer du monde. Alors pas très loin, mais pas très proche non plus, à Albi, parce que Olivier le présentait tout à l'heure. L'EFC c'est national aussi. Et il y a d'autres clubs. Et effectivement, par l'EFC, je suis rentrée dans une commission qui est la préservation de l'eau, et j'ai rencontré quelqu'un qui travaille là-dessus et qui est en train de m'étudier l'opportunité de faire cette installation dans une des laveries. Et dans mon idée à moi après, ce sera de voir comment ça, je peux le démultiplier auprès de mes confrères, mais même pas forcément leur vendre, juste leur dire ça existe et c'est possible et potentiellement c'est rentable. Et à chaque fois qu'on équipera une laverie supplémentaire avec ce système-là, si ça marche, ce sera banco, en tout cas par rapport aux valeurs et à ce que j'ai envie d'en faire. Bien sûr, au travers de tout ça, et là, il y a toute une recherche, et moi j'en suis qu'au début, quand même de monétisation de tout ça, parce qu'effectivement, j'ai beau avoir les belles valeurs que je veux, si demain j'ai pas de cash pour faire de la renta et que je peux plus rien réinvestir, ça aurait été sympa, mais ça sera de très courte durée. Donc l'idée, c'est effectivement comment on est rentable, comment on vend notre valeur. Parce qu'on est là, pas notre produit, mais notre valeur. Et j'ai pas encore la réponse à ça. Je suis diplômée de ce matin, mais voilà. Et franchement, c'est un parcours qui fait que. Mais effectivement, à un moment donné, ça va devoir se traduire par moyen, mais parce que pour moi, cette partie-là est un moyen d'avancer et de créer autre chose. Mais forcément, il faut de la rentabilité. Oui, forcément, il faut de la rentabilité. Et ce que tu peux dire, c'est que c'est une prise de risque et c'est un investissement, mais un pari sur le fait que cet investissement, il va créer de la valeur, qui va pouvoir se valoriser parce que quelque part, il fera la différence sur le marché avec des gens qui viendront vers vous parce que vous faites cela, et que potentiellement, vous allez aussi pouvoir maintenir vos prix plutôt que tout le temps les réduire, etc. Donc l'idée, c'est quand même un pari qui a une logique économique aussi derrière ça, obligatoirement. D'ailleurs, ce que j'ai pas évoqué, mais dans le travail sur le recycleur d'eau, que j'appelle comme ça, c'est aussi comment on récupère la chaleur de l'eau chaude pour l'utiliser potentiellement dans nos séchoirs ou autres. C'est assez global sur l'énergie, et voilà. Et donc effectivement, ça créera, en fait, c'est un cercle. Je croise les doigts sur un cercle vertueux, oui. Mais c'est une prise de risque, effectivement. Merci. Juste un petit mot peut-être de quelqu'un d'autre sur la lucrativité, très vite, et puis après on termine sur la généralisation, le passage à l'échelle. Un salarié, un collaborateur heureux est 2 fois plus productif. Voilà. Moi, j'ai multiplié par 2 ma profitabilité en 5 ans. C'est simple. C'est juste simple. Ils ont le sourire en arrivant, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont le sourire en repartant. Et donc, du coup, ils sont plus productifs. Ils vont chercher sur le chantier des solutions pour que ce soit plus simple pour eux, et sans que ce soit moi qui l'impose. Et du coup, c'est tout de suite adopté.
Et au final, on parle de profitabilité. Enfin, je suis pas une association, hein, donc c'est pareil. Alors, j'ai de grosses difficultés à expliquer ce que c'est que les ressources immatérielles à mon banquier qui ne pige rien. Ça, faut être clair. Non, mais il faut aussi mettre un mot sur le problème. Donc, même au bout de 4 ans, j'ai toujours ces problématiques de présentation de bilan où moi, je fais ma présentation de bilan et je commence par mes ressources immatérielles. Donc, voilà, ça marche pas, mais au bout d'un moment, on va y arriver, si on insiste. C'est exactement la même chose sur les gros donneurs d'ordre dans le bâtiment. Hein. On me prend pour un fou quand j'arrive et que je dis non, mais moi, la productivité, je mets pas de prix dans vos tableaux Excel, ça m'intéresse pas. Donc, et clairement, il y a eu une problématique à un moment où je me suis confronté au fait de ne pas répondre à certains dossiers, de perdre du chiffre d'affaires. Hein. Et les équipes me disaient, Jérémy, t'es sûr de ton coup là, parce que, la boutique. Faut quand même qu'on garde notre emploi, quoi. Et on est passé de 3 semaines de plan de charge il y a 5 ans à 6 mois aujourd'hui. Et pour parler de la montée en compétence des équipes, ils le font automatiquement parce que aujourd'hui, quand ils font un monument historique, déjà ils sont fiers, et ils sont surtout fiers après demain quand on a un chantier chez un particulier d'en parler. De dire, vous voyez, on a fait ça, ils ont tous leur téléphone avec leurs photos, ils parlent de la technique avec le client, et j'ai pas grand chose à faire, en fait, derrière. C'est pour ça que je suis avec vous. Peut-être un mot sur le changement d'échelle, après on va passer aux ateliers, comme ça nous fera une petite pause aux uns et aux autres, et puis on pourra aller prolonger d'autres questions dans les ateliers. Sur le changement d'échelle, 2 mots. D'abord, c'est une très bonne question. Il y a quelques années, quand a commencé toute cette aventure dont moi j'ai eu la chance de vivre depuis le début, on était à l'expérimentation. Je vous passe toute la trajectoire, si ça vous intéresse, on a des récits de tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus à l'expérimentation. On est confronté au changement d'échelle. C'est-à-dire la démonstration que ça peut être utile, qu'il y a des difficultés, qu'on fait bouger les méthodologies d'accompagnement, le référentiel, etc. Donc ce travail, il est fait. Il est engagé, il est structuré. Il y a un certain nombre d'entreprises engagées dans plein de secteurs. Donc, on est vraiment confronté au changement d'échelle. Et là, je ferai deux remarques. Première remarque, faire bouger des imaginaires sur les modèles économiques, c'est extrêmement long. Le modèle financier, industriel puis industriel financiarisé, c'est pas installé en 3 jours. Hein. C'est des processus extrêmement longs. Aujourd'hui, il y a une nécessité et le vent est porteur. Il y a plein de personnes qui cherchent à faire autrement et qui font autrement. Donc on n'est pas à contre-courant, on n'est plus dans l'expérimentation et ça prend du temps, il faut le structurer, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des dynamiques de clubs, d'instituts, de clubs, etc. qui essaient de contribuer. On n'est pas les seuls. Hein. Bien sûr, on n'a pas prétend pas être les seuls et à être les plus intelligents et les plus beaux. Sur la beauté, ça se rediscute. Mais et deuxième aspect qui est très important, c'est l'enjeu, je dirais, politique de la question. Et je vois 2 enjeux politiques de la question. Premier enjeu, la question des modèles économiques est une question politique. Pas politique au sens de politicienne, mais une question sociale. Il est important de cela. Alors, moi je suis économiste, c'est mon jeu, mais c'est mon terrain de jeu, mais il est important d'arriver à instruire, mettre en débat. Il y a plein d'espaces qui essaient de faire ça. Voilà, et c'est important de le faire. Et deuxième aspect, l'acte politique passe par la consommation. Dans nos responsabilités, selon qu'on se trouve dans une entreprise acheteur, qu'on est acheteur soi-même, qu'on est consommateur, etc. Aujourd'hui, la transformation politique concrète, elle se fait par l'acte d'achat. Quand j'achète quelque chose, à quoi je contribue ? Et la conscientisation, si on regarde l'histoire sociale, de dynamique politique d'acteurs sociaux, c'est pas fait sur l'histoire de la consommation. Elle s'est fait sur l'histoire du travail. Je parle d'un horizon temporel court, c'est-à-dire à l'échelle de 3 siècles. C'est fait sur la question du travail, avec comme vecteur de construction d'une dynamique politique autour des enjeux du travail, qu'on construit des forces sociales, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase intermédiaire de changement. On sent qu'il y a un besoin et une appétence et une volonté de travailler à des transformations pour mieux prendre en charge des enjeux écologiques, etc. Mais
la manière dont ça crée une dynamique sociale, elle est complexe. Dans beaucoup de pays, dans la majorité des pays même. Et il me semble que la transformation d'échelle passe et passera par une conscientisation plus forte de la dynamique de consommation. Ça veut dire de sortir, et je finis là-dessus, de sortir de quelque chose qui était émancipateur, d'un accès à la consommation, de catégories sociales extrêmement pauvres qui ont pu, à travers la consommation, se réaliser. Et aujourd'hui, cet imaginaire qui était extrêmement émancipateur, il y a ne serait-ce que 50 ans, et qui reste émancipateur dans certaines contrées, forcément un peu moins dans nos territoires, aujourd'hui se transforme. Et c'est de ça c'est à partir de ça que se créent des dynamiques de transformation. Et nous, on vous invite les uns et les autres, et vous y participez, on y participe, à se fédérer, travailler ensemble. Pour ceux qui ne savent pas où le travailler, venez avec nous au Club Inné, on est très accueillants, et d'essayer parce que on a chacun un bout de la réponse de ce changement d'échelle. Je voudrais juste dire un truc, il y a eu 2 questions sur le côté fertile, et puis comment on développe ça sur d'autres entreprises. Juste un truc. J'ai une autre société qui a glissé il y a 2 ans. Elle a glissé dépôt de bilan, plan social de 20 personnes et liquidation. Modèle économique pourri, à bout de souffle. 25 personnes. On était à 2 doigts de mettre tout le monde sur le carreau. Je sortais de la formation avec mes voisins de droite et de gauche. On a liquidé le matin, on a racheté l'après-midi en se faisant une promesse, changer le modèle. L'année où on a liquidé, on a perdu 1 200 000 € sur un chiffre d'affaires de 3,2 millions. En 2021, on clôture le bilan à 4,4 millions et quasiment 500 000 € de résultats. On a produit moins de produits. La différence entre les deux, c'est que du service. On a une usine de 16 000 m² en Normandie, 4 lignes de production en parallèle, qui toute la journée pissent du ballon d'eau chaude. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une usine de Chinois en France. On a dédié sur les 16 000 m², 4 000 m² à faire que du stockage et de la personnalisation des livraisons pour nos clients. On n'a pas un seul client qui fait moins d'1 milliard € de chiffre d'affaires. Autant vous dire que c'est des mammouths à convertir. Le terrain n'était pas fertile, on sortait de la reprise à la barre du tribunal, on n'avait pas un rond, parce qu'on avait déjà tout perdu. On va clôturer notre 2e bilan, on reproduit à peu près la même chose que l'année dernière. C'est pas gagné, parce que c'est de l'industrie lourde en France, qu'on n'a pas encore pris le chemin de la décarbonation, et avec ce qui nous tombe sur le coin de la tronche, on est quand même mal. Mais en tout cas, je reprends le mot d'Olivier, on est sur la bonne trajectoire. Donc c'était pas fertile, les équipes étaient épuisées, mais elles y croyaient encore. On a, comme j'ai dit à Isabelle hier soir, c'était pas forcément de la coopération avec nos clients, ou en tout cas de la coopération à marche forcée, mais en tout cas, ils sont encore là. Et on n'a pas perdu un seul client. Et puis vous avez réaffirmé votre valeur. Et voilà. Et on a déplacé ce qui était potentiellement une business model. Voilà. On a une vraie proposition de valeur aujourd'hui. Donc, le seul point de départ, et là, tous ceux qui sont là sont d'accord, c'est une envie et des convictions. À partir de là, terrain fertile ou pas, je pense qu'on la trouve, la fertilité. Voilà, juste pour partager une expérience un peu plus douloureuse. Ils m'ont pas accompagné sur le 2e projet, mais comme ils nous avaient mis sous perfusion 2 ans avant, ça nous a permis d'avancer et de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je crois qu'effectivement, on peut bien les applaudir. There could be many people standing in our way,